Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Dans cet épisode, j'accueille Jonathan Kouben qui est le créateur d'un compte Instagram qui s'appelle Mom I'm Fine et qui a plus de 360 000 abonnés sur Instagram. Chose peu commune pour moi d'accueillir quelqu'un qui crée un compte Instagram, mais j'ai été particulièrement intrigué par l'histoire de Jonathan pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a un concept unique, il a un format qui est fait nulle part ailleurs, et ce format, il l'a trouvé de manière très délibérée. Donc le concept de Jonathan, c'est de prendre des photos dans différents endroits du monde avec, à l'origine, c'était une pancarte qui disait Mom I'm Fine, et le storytelling qui était autour, c'était de se dire, je fais ces photos pour dire à ma maman qui s'inquiète pour moi que, évidemment, je voyage le monde, mais tout va bien, t'inquiète pas pour moi. Et c'est un storytelling qui est absolument cartonné pour lui, c'est des photos qui sont devenues assez facilement virales. Et surtout, c'est le point suivant qui m'intéresse chez lui, c'est que cette viralité, elle n'a pas non plus été faite par hasard. Non seulement son format était de manière délibérée, choisi pour avoir un truc qui est unique et mémorable, mais en plus, la manière dont son format s'est propagé et la viralité, ça a été fait de manière délibérée. Parce qu'il a commencé à hacker les médias mexicains, pour hacker ensuite les médias belges, pour finir par hacker les médias américains, et tout le monde a parlé de lui, a raconté son histoire de manière gratuite, ce qui lui a fait des coups de pub qui sont énormes. Finalement, j'ai eu une longue conversation avec Jonathan sur l'équilibrage entre la créativité et le business, puisque c'est quelque chose qui est aujourd'hui à la fois un moyen créatif pour lui de s'exprimer et de partager des émotions, de partager des valeurs, et à la fois un business avec des sponsors, avec du revenu, avec des gens qui travaillent pour lui, avec tout un espèce de petit empire qu'il est en train de monter à côté. Et comment est-ce qu'il équilibre ces différents aspects? C'est aussi moi une question bien sûr que je me pose souvent dans ma création de contenu, et entre l'aspect je passe des heures et des heures à écrire une vidéo YouTube et à créer quelque chose, et l'aspect j'ai un business à manager, à faire tourner des employés, etc. Comment est-ce que tout ça s'équilibre sur le court terme, sur le long terme, et qu'est-ce qu'on peut apprendre du parcours assez explosif de Jonathan et des excellentes anecdotes qu'il nous raconte dans cet épisode. Sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Jonathan de Mom I'm Fine. Salut Jonathan et bienvenue sur le podcast. Salut Stan. Donc, tu fais avant tout de l'Instagram, en tout cas c'est comme ça que tu as commencé un peu à te faire connaître, et tu as un concept qui est vraiment unique. Tu peux commencer par résumer ton concept, et après surtout je voudrais comprendre comment est-ce que tu en es arrivé là, parce que en fait les gens font des trucs sur Instagram, mais toi tu as trouvé ce que moi j'appelle sur YouTube un format, c'est-à-dire un modèle de contenu qui marche, qui accroche les gens et qui est réplicable, et donc du coup les gens ont envie de s'abonner parce que c'est un truc qui va continuer. Quel est ton concept et d'où est-ce qu'il vient? Alors, l'histoire commence en 2015. En 2015, j'ai fini mes études de communication et de commerce international. Et j'ai suivi un peu le chemin que mes parents voulaient que je suive. Et je commence à travailler comme consultant pour tout ce qui est ambassade et lobbyiste à Bruxelles. Je suis d'origine mexicaine et belge, donc d'où Bruxelles. Et en fait, c'est un petit peu comme la majorité des millennials. Voilà, je me sentais vraiment pas à ma place. Je n'aimais pas du tout ce qu'on faisait. Je crois que voilà, on a entendu ce speech pas mal de fois. Et sauf que donc je me suis posé la question de ce que je voulais faire. Et à l'époque, je tombe sur des vidéos. J'adorais le voyage, mais bon voilà, je me disais en 2015, faut situer, il n'y avait pas vraiment d'influenceurs voyage. C'était le tout début de certains comptes. Moi, je regardais beaucoup YouTube et je suis tombé sur un mec qui s'appelait Matt, qui avait créé un concept qui s'appelle Where the hell is Matt? L'idée était très simple, mais je trouvais ça vraiment génial. En fait, je regardais cette vidéo comme quelqu'un de lambda regarderait ça par plaisir. Donc, au lieu de prendre une photo de lui, ce qu'il faisait pendant ses voyages, il se filmait pendant 3-4 secondes à faire une danse qui était vraiment ridicule. Il n'était pas spécialement beau, pas spécialement bon en danse. En fait, c'était même pas bon du tout. Mais l'énergie qu'il dégageait était incroyable. Et en fait, il faisait un montage avec tous les endroits, avec une belle musique de l'endroit où il dansait. Et à la fin de la vidéo, mais ça avait fait, à l'époque, je crois que sur YouTube, ça avait fait 50 millions de vues. Je crois que c'est 2007, 2006, quelque chose comme ça. Mais 50 millions de vues, à l'époque, c'était gigantesque, c'était énorme. Et à la fin de la vidéo, il avait mis un petit encart et il avait marqué Sponsored by. Et ça m'a choqué, en fait. Je comprenais pas, donc j'ai fait des recherches. Et il donnait des conférences à l'époque. Et donc, j'adorais tous les formats, mais il avait donné, si je me rappelle bien, une conférence qui était beaucoup plus qu'un format TED. Donc, les formats à 18 minutes, lui, il en avait donné un beaucoup plus long, où il expliquait qu'en fait, il voyageait, qu'il était payé pour ça, et il voyageait avec sa femme pour faire ça. Et je me disais, oh. Pour moi, c'était magique. Je me dis, comment est-ce que c'est possible? Donc, avec mes études, je comprenais que voilà, lorsqu'on a une certaine audience et une certaine visibilité, c'est possible de faire la promotion de quelque chose et en échange d'argent. Donc, je m'étais dit, voilà, j'ai envie de faire pareil.
mais le plus important pour moi, je me disais, voilà, il y a d'autres personnes qui sont meilleures que moi en photo, qui sont plus beaux que moi, qui ont plus de talent, etc. Donc pour moi, c'est l'idée qui va compter. Donc j'avais été sur mon Facebook et j'ai regardé toutes les photos que j'avais faites depuis le début, depuis la création de Facebook, pour voir qu'est-ce qui plaisait aux gens. Et à l'époque, 1 ou 2 ans avant, j'avais été à un festival en Belgique qui s'appelle Tomorrowland. Et ma mère s'inquiétait parce qu'elle me disait, voilà, il y a plein de gens qui prennent la drogue là-bas. Et moi, c'est la première fois que j'avais un festival électronique. Et donc, j'avais pas écrit Mom, I'm fine. J'avais écrit Mom, I'm not on drugs. I'm just that happy ou quelque chose de super long. Mais les gens avaient adoré. Donc, il y a plein de gens qui faisaient des photos. Et c'était la photo que je crois qu'il y avait plus de likes sur mon Facebook. Et je m'étais dit, mais tiens, j'avais annoncé à ma mère que je voulais quitter mon boulot et que je voulais voyager. Ma mère s'inquiétait. Et je me disais, ben voilà, j'ai trouvé l'idée. Donc, je vais rassurer ma mère. Dans le pire des cas, ma mère va être contente. Et dans le meilleur des cas, ma mère va être contente et je vais trouver un sponsor. Donc, je décide de tout quitter. Donc, je travaillais en journée, je travaillais comme consultant. Et le soir, j'essaie de monter une boîte. J'avais plus de vie du tout. Donc, d'un point de vue social, c'était vraiment très mauvais. Et j'organise un anniversaire en 2016. Donc, mon anniversaire, c'est au mois de mars. Et j'invite tout le monde. Et en fait, ils savent pas, mais pendant l'anniversaire, je leur annonce que c'est pas un anniversaire, c'est une soirée de revoir. Mais je voulais pas avoir de choses tristes, donc je voulais profiter d'un dernier moment et donc que je partais voyager à travers le monde. Et pour la petite anecdote, donc ça c'est mon anniversaire le 15, je devais partir le 17 ou le 18. L'avion est annulé. On me contacte pas, donc j'arrive avec tous mes amis qui m'accompagnent à l'aéroport pour me dire au revoir. Et en fait, il y a presque personne à l'aéroport. Ils me disent, voilà, on a essayé de vous contacter, on n'a pas réussi. Il y a votre avion qui doit partir Donc, on vous a postposé votre avion au 21 mars. Et je dis que c'est pas possible parce que j'ai mon hôtel et en fait, je pars la veille et le 21 mars, c'est le jour des attentats dans l'aéroport. Donc, j'arrive à Cuba et tout perturbé parce que voilà, Bruxelles, c'est tout petit, donc on connaît toujours des gens. Il y a eu quand même pas mal de morts. On connaît toujours des gens qui ont été impactés, soit de près ou de loin. Et c'était une catastrophe. Donc, le voyage commençait pas top. Et puis, c'était assez anxiogène. Donc, ma mère qui était super préoccupée, je m'étais dit, voilà, je vais faire ça. Je vais commencer à faire des photos pour elle. Donc, je commence à faire... Ah non, donc, j'ai oublié un détail important. Avant de partir, j'essaye de voir certaines marques. Donc, j'essaye de leur proposer en me disant, voilà, j'essaye de voir des marques. Bon, je crois que maintenant, je peux le nommer. Je vais voir GoPro, je vais voir d'autres personnes que Decathlon, enfin, plein de marques qui sont... où je leur propose mon projet en disant, voilà, je fais un PowerPoint, je leur explique, j'ai envie de faire ça, 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 ça. Et en fait, la seule marque qui est intéressée, c'est Energy, donc la radio que vous avez en France aussi. Ouais. Ils ont une succursale en Belgique qui fonctionne même très bien. Ils avaient ils avaient une bonne communauté. Et je m'étais dit, tiens, je vais aller voir Energy parce que c'était eux qui avaient poussé Stromae à l'époque. Donc Stromae qui avait monté, c'était les premiers qui avaient cru en lui, c'était Energy Belgique. Donc ils m'ont dit, écoute, voilà, on croit en ton projet, on n'a pas de budget, mais par contre, on peut te donner de la visibilité. Donc, peut-être qu'avec ça, ça peut te servir. Donc, j'ai reçu un mail de leur part. Et de nouveau, j'ai été voir d'autres marques en leur disant, écoutez, voilà, j'ai maintenant Energy qui est derrière moi. J'ai peu utilisé leur communauté vu que je peux produire du content pour eux. Est-ce que ça vous intéresse? Et personne n'était intéressé. Ça m'avait même surpris fait du mal. Ouais, pour moi, maintenant, le problème, c'est ça, c'est qu'avec mon prisme, donc moi, je voyais ça d'une certaine manière en me disant, mais attends, je peux créer du content pour peu de budget et avoir de la distribution sur une communauté qui est quand même importante avec des marques qui sont vraiment en lien. Donc, je me disais, ça leur coûte que dalle au final. Ça coûte presque rien de financer. Enfin, je sais pas moi, si j'avais eu 5 000 euros ou 10 000 euros, j'aurais été super content et j'aurais travaillé comme un fou pour ça. Parce que le problème lorsqu'on voyage, c'est pas ce que ça coûte. Le problème, c'est que on ne gagne pas d'argent pendant ce moment-là. Et si j'allais être prof de français ou j'en sais rien, faire n'importe quoi, aux États-Unis, ça va. Mais si je suis en Bolivie, je vais gagner 1 euro de l'heure et c'est juste pas possible. Donc, j'étais un peu stressé. Je m'étais dit, bon, au pire des cas, comme je le disais, ma mère va être contente et j'essaierai de faire ça. Donc, tu avais le budget pour tourner pendant combien de temps en voyage sur ce que tu avais économisé? 6 mois. Ok. J'avais calculé. Donc, en fait, j'avais vraiment fait la méthode SMART. J'imagine que tu dois la connaître, donc spécifique, measurable, etc. Donc, je m'étais dit, voyager, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, est-ce que je pars en France? Est-ce que c'est voyager ou pas? Donc, donc, je vous disais, il fallait que je voyage. Measurable, c'était 9 pays en 6 mois, donc en Amérique latine. Achievable, c'était possible de le faire.
Relevant, bah, c'était le bon moment vu que j'avais 25 ans, je pense. Donc, c'est il y a 5 ans. Donc, oui, à peu près 25 ans, 26 ans. Donc, c'était le bon moment. J'avais pas de copine, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, j'avais rien du tout. Donc, c'était le bon moment pour le faire. Et puis, Timetable, la manière dont j'ai fait ça, c'était assez particulier. J'avais un mur chez moi, un énorme mur. Je savais pas par où commencer. Donc, j'ai d'abord mis une map monde. Et puis, petit à petit, je m'étais dit, bon, bah, je vais mettre des photos des endroits que j'aimerais absolument voir sur cette map, donc en Amérique latine. Puis j'ai mis les photos. À partir de là, je me suis dit, OK, s'il y avait un itinéraire entre ces photos, qu'est-ce que ce serait? Qui est-ce que je connais à ces endroits? Et puis au fur et à mesure, c'est devenu un peu comme le FBI avec un mur, Mm. avec des fils et plein d'idées. Et ce qui était juste une sorte de rêve est devenu un plan, en fait. C'est devenu vraiment, OK, telle date, je serai là parce qu'il y a telle chose qui se passe à ce moment-là. Je sais pas, il y a un carnaval ou il y a ou tel événement ou n'importe. Et c'est tellement proche que ça m'a poussé à me dire, attends, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc maintenant, vas-y, fais le next step et sors et dis que tu veux partir du boulot. J'ai eu un peu de chance parce que mon boss m'a dit une phrase qui m'a quand même rassuré. Il m'avait dit, écoute, voilà, on a apprécié ton boulot ici. Sache que si tu pars et que tu as besoin de temps, si tu reviens, bah, on ne doit pas te former, donc tu auras de nouveau ta Mm. place. Ce qui a allégé un peu bah, le stress et aussi ceux de mes parents parce que partir seul en Colombie ou dans certains... Moi, je voulais faire des choses assez particulières. Je voulais, un petit peu comme dans Yes Man, tout ce qu'on me propose, je dis oui. Donc, et je le documente via Mom I'm Fine. Donc, l'idée était simple, c'était que Mom I'm Fine, le concept, c'est que je rassure ma mère. Donc, je prends des photos dans des situations qui sont soit humoristiques, soit dangereuses, donc en sautant d'un avion avec des crocodiles ou dans des plans qui sont assez beaux. Et à la base, les photos étaient vraiment nulles. Enfin, d'un point de vue artistique, c'était fait avec mon téléphone, je devais le poser, courir, espérer qu'on Mm. me vole pas mon téléphone, et puis petit à petit, essayer de s'améliorer. Je crée le compte au mois d'avril 2016, et au mois de juin, il explose. Donc, 2 mois après. Mais il y a des raisons derrière. Donc, j'ai créé un buzz, mais je l'ai fait de manière calculée. Bon, calculée, il y a toujours un facteur chance. Ça, j'en suis conscient, mais je m'étais dit, ça, c'est la manière dont j'ai essayé de faire monter le compte. Donc, j'étais très frustré parce que je postais des photos qui avaient énormément de popularité auprès de mes proches, mais je ne savais pas si c'était parce que c'était mes proches ou c'est parce que Mm. c'était vraiment un chouette concept. Et comme j'avais déjà vu la réalité, c'est-à-dire les marques qui n'étaient pas intéressées, je me disais, bon, bah, peut-être qu'en fait, c'est juste ma famille, mes proches qui apprécient parce que c'est moi, mais qui n'apprécient pas le concept en tant que tel. Et puis, il y avait pas mal de gens qui rigolaient au départ, mais qui ne trouvaient pas que c'était un boulot. Ils disaient, voilà, tu prends une pancarte ou n'importe. Mm. Mais moi, depuis le début, j'avais vraiment vu ça comme une boîte. Donc, j'avais fait mission, vision, valeur. D'ailleurs, le compte Instagram s'appelle Mom I'm Fine, il ne s'appelle pas Jonathan Cuben. Donc, c'est vraiment pour dire, voilà, j'ai envie que ce soit focalisé sur ce projet. Ce sera que ce projet-là. Et donc, il y avait il y avait une télé mexicaine, mais régionale, que personne ne regarde. Mais truc genre chasse et pêche du dimanche, enfin, un truc avec Ok. une petite équipe. Et moi, j'avais toujours mon sign avec moi, mais toujours. Je m'étais dit, si je perds une opportunité et que la responsabilité est mienne, je m'en veux. Donc, si par exemple, voilà, il y a quelque chose que j'essaye de faire et que j'arrive pas alors que j'ai vraiment essayé, c'est pas de ma faute. C'est le stoïcisme en fait, c'est ce qui est entre tes mains, ce qui l'est pas. Et je m'étais dit, avoir mon sign, c'est entre mes mains, donc je vais tout faire pour ça. Donc, j'essaie d'avoir ce sign tout le temps. Et ce matin-là, j'essaie de shooter un truc avec un lever de soleil. J'étais avec un ami au Mexique. Et il y a cette télé qui filme un truc, mais je te dis que personne ne regarde. Et je dis à mon pote, je dis, écoute, prends mon téléphone, s'il te plaît, filme ce qui va se passer. Quoi qu'il arrive, tu continues de filmer. Donc je vais chez eux, je leur raconte l'histoire. Je dis, écoutez, voilà, j'ai envie de passer un message à ma mère. J'ai perdu, enfin voilà, j'ai laissé tomber, donc j'ai vendu ma voiture, j'ai quitté mon boulot, j'ai tout laissé tomber pour voyager. Est-ce que je peux passer un message à ma mère? Moi, j'étais conscient que c'était pas du tout la ligne éditoriale du truc, mais ils allaient me dire oui, bien sûr, vas-y, mais ils allaient pas du tout le mettre dedans. Ouais. Mais ils trouvaient ça marrant au final. Ils trouvaient ça cool, donc ils Ouais. disaient allez, vas-y, dis ce que tu as envie de dire à ta mère. Et donc, je filme. Et donc, mon ami filme, je reviens et je lui explique, je dis écoute, je suis sûr et certain qu'ils vont pas utiliser ça. En leur demandant pourquoi c'était, enfin voilà, pas du tout. C'était plus pour être poli. Mais je dis, mais par contre, le matériel que tu as, ça vaut quelque chose. Donc ça, je l'envoie à des journalistes en Belgique en leur disant, écoutez, voilà, il y a un intérêt de la presse mexicaine et je suis belge, je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai pas de support de votre part. Et en fait, le journaliste, Ouais. il marche, donc il me dit, mais en fait, mais c'est cool ce que tu me racontes, etc. Et donc,
Il me dit, écoute, on va faire quelque chose à la télé, on va parler de toi. Donc, en télé, faut mettre un peu le contexte. En Belgique, il y a 11 millions d'habitants, c'est Paris. Si on prend la Belgique francophone, c'est 5 millions, c'est tout petit. Mais quand on dit télé nationale, ça fait quelque chose. Donc au final, il y a la télé belge, donc la chaîne francophone numéro 1 qui en parle à un prime time. Ils font une émission, ils expliquent l'histoire, ils montrent les photos et je regarde mon téléphone, je me dis tiens, est-ce que ça va prendre ou pas? Et que dalle. Ouais. Vraiment, quand je dis que dalle, c'était peut-être ça prend 300 personnes, 400 personnes. Je me La dis télé, c'est wow, mais assez décevant. ah, c'est décevant, mais enfin, pour moi, il y a juste peut-être les trucs qui sont répétitifs comme les Love Story, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, tous les programmes un petit peu de télé-réalité, Ouais. etc. Si c'est de manière répétitive, ça peut faire quelque chose, mais si c'est un one-shot, justement, je le comprends à ce moment-là, et frustrant. Je me dis, mais comment font les gens pour atteindre les Ouais. milliers de followers? Je panique, je me dis, mais je vais jamais y arriver. J'ai 6 mois pour faire quelque chose, après, je reviens en Belgique, j'ai plus Ouais. de content, j'ai plus rien. Donc, je comprends plus tard, genre 2, 3 semaines plus tard, je me posais la question et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'aille aux États-Unis ou, enfin, je comprends pas du tout. Et je comprends plus tard qu'en fait, pour que les gens se rappellent de mon nom, Mom I'm Fine, alors que ce sont des francophones, qui l'écrivent pas avec un U comme les Anglais, mais avec un O comme les Américains, pas I am, donc pas avec un A, c'est Hmm. I'm, donc la manière short. Ouais. Plus qu'ils aillent chercher leur téléphone, qu'ils cherchent, enfin, oublie, et c'est même pas mon public cible. Enfin, il y a plein de gens, c'est ceux qui regardent la télé à cette heure-là. Enfin, en général, en Belgique, c'est 40 plus, Ouais. allez, 35 plus, on va dire, en majorité. Donc je me dis, oublie, enfin, c'est pas du tout, ça va jamais marcher. Donc je me change de stratégie complètement et je me dis, thank you very much. Yes, thank you. Sorry, I don't drink coffee. Thank you very much. Désolé. Euh, donc au final, j'ai j'ai une autre idée et cette autre idée est un peu sortie d'un chapeau. Je prends la liste des top 100 influenceurs les plus gros sur Instagram. Donc je crois qu'il y avait une liste par Social Blade ou un truc comme ça. Ouais. Et je me dis, comment est-ce que je peux faire pour être sur un de ces 100 comptes et de manière organique? Ok. Je me rappelle le premier compte, c'était Selena Gomez. Je me dis, bon, elle est mexicaine, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être un lien, mais bon, j'avais personne qui me suivait. Et puis à Athènes, Selena Gomez, je crois qu'elle avait 80 90 millions de personnes qui la suivent. Voilà, le nombre de trucs qu'elle doit recevoir. Donc, je me dis, OK, abandonne tout de suite cette idée. Je descends. Et au fur et à mesure que je descends, je réalise que c'est impossible d'avoir une star qui va dire oui et qui soit dans le pays où je suis. Si tu es en Bolivie, il y a quelle star qui se trouve là? Ouais. Quoique j'avais trouvé Ronaldinho et j'avais fait un truc avec Ronaldinho, mais bon, c'est une parenthèse, c'était pas du tout, c'était un petit peu plus tard. Mais pour l'histoire, je trouve 3 comptes qui gardent mon attention. Le premier, c'est Lad Bible. C'est un site anglais. Il y a 9gag qui est un petit peu plus populaire, qui fait un site curateur en fait. Donc le site curateur, il y avait Molly Derissa qui est un site colombien. J'avais des millions de vues, des millions de followers. L'idée simple, c'est qu'ils prennent du content d'ailleurs pour faire des blagues et des mimes. Donc maintenant, Ouais. c'est classique, mais à l'époque, c'était le tout début des gros sites. Et tellement au début qu'en fait, j'ai failli me faire prendre. Donc, j'envoie un mail aux 3 en leur faisant un résumé. Je me dis, je vais pré-mâcher tout le boulot. Je vais pas Hmm. faire en sorte qu'il y ait quoi que ce soit. Donc, je leur raconte l'histoire en anglais, avec assez d'éléments que pour attirer leur attention, mais pas trop que pour qu'ils disent, bon, j'ai pas envie de tout lire. Et je leur dis qu'il y a une exclue à la télé, enfin, que c'est passé à la télévision et qu'ils peuvent avoir une exclue pour être le premier online de parler de ce truc-là. Je l'envoie aux 3. J'ai une seule réponse. J'ai le site colombien qui s'appelle Molly Elisa qui me dit OK, c'est $500. Et moi, $500 sur mon voyage, je me dis attends, $500 en Bolivie, je tiens 2 mois. Je me disais mais merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'investis là-dedans? Est-ce que je le fais Hmm. pas? Et au final, je me suis dit non, tu sais quoi? J'ai envie que les gens qui postent, c'est juste parce qu'ils apprécient mon boulot, donc j'ai pas envie de payer pour ça. Sinon, tant pis, je fais une ad campaign traditionnelle avec des AdSense ou sur Facebook ou n'importe. Là, j'ai envie de pousser de manière organique. Et j'ai aucune réponse des 2 autres. Donc, je me dis, bon, OK, ça va, je vais essayer de faire. J'attends, il y a une semaine qui passe, 2 semaines. Et de nouveau, je comprends, je me dis, mais attends, mais ils doivent recevoir 1 million de mails. Ils avaient 30 millions de followers à l'époque, si je me rappelle bien. Enfin, je sais plus, des millions de followers, je crois que c'était 30 millions.
Et je me dis, mais attends, mais je suis probablement pas le seul mec au monde à avoir pensé, tiens, il faut que je sois là pour avoir de la visibilité. Maintenant, c'est logique parce que tout le monde en a parlé et comment est-ce qu'il faut faire pour se développer. Mais en 2015-2016, il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait des stratégies comme celle-là. Et donc, je change mon truc, je vais sur leur page web et je vois tous les mails qui sont associés à cette page et je décide d'envoyer un mail à la partie légale. Je me dis, la Ok. partie légale, c'est celle qui faut fonctionner le Ouais. mieux. Donc, j'envoie un mail en leur disant, écoutez, l'exclusivité finit dans 24 heures. Si j'ai pas de réponse de votre part, j'arrête tout. Et j'envoie juste ça. Et donc, la partie légale me répond dans l'heure en me disant, mais attends, mais de quoi vous parlez? Je fais, bah, écoutez, je vous ai offert l'exclusivité, j'apprécie votre truc, mais là, j'ai toujours pas de retour, donc je vais le donner aux autres. Donc, le légal dit, OK, je vais voir ce que je peux faire. Donc, il va voir les personnes en charge. Donc là, je suis sûr que mon message est passé. Il me contacte. Et donc, j'ai une petite interview par téléphone. Je vais dormir en Colombie. C'est la journée en Angleterre, donc c'est Lad Bible. Ils font un article d'abord sur leur page web et puis le post sur leur compte et ça explose. Le Ouais. matin, je me réveille, j'ai mon téléphone qui fait comme ça. J'avais jamais vu ça. Donc j'avais activé les notifications. À l'époque, c'était possible de le faire. Donc chaque notification, j'arrivais même pas à allumer mon téléphone. Enfin, à chaque fois, il y a des notifications qui apparaissaient. Donc ça faisait, quand je me réveille, j'ai 10 000 followers. Puis là, il y a ABC, Fox News, Cosmopolitan, la mère de Kim Kardashian, enfin tout le monde qui en parle, Sputnik, Daily China, enfin des pays qui n'ont même pas Instagram qui en parlent. Et en une semaine, j'atteins 100 000 followers. Donc Ok. là, je me dis, OK, là, là maintenant, on commence à avoir quelque chose de conséquent. Et Est-ce c'est que tu as fou parce déjà que je lu réalise. un livre par un mec qui s'appelle Ryan Holiday qui s'appelle Trust Me, I'm Lying? Croyez-moi, je vous Ah, mais mens en justement, français. alors Ryan Holiday, j'apprécie beaucoup, mais j'ai pas lu ce livre-là. Mais on en a parlé, D'accord. on a déjà fait cette référence. D'accord. Parce que donc, on t'a déjà fait la connexion entre ça et ce que tu viens de raconter? Non, en fait, on m'a déjà fait la connexion avec un autre livre C'était quel livre? Il faut que je me rappelle. Mais c'est la deuxième fois qu'on me mentionne Ryan Holiday par rapport à un des concepts dont je parle, ou une des manières que j'ai fait pour grandir, en fait. Ouais. Donc en gros, lui, son grand truc, c'est de prendre une petite histoire que tu vas placer sur un petit random blog qui va être repris par un truc un peu plus gros, qui va être repris par un truc un peu plus gros. C'est comme ça que tu arrives dans, genre dans le New York Times, tu vois, dans les gros médias. C'est ça. Et en fait, du coup, là, c'est exactement ce que tu fais. C'est-à-dire, tu t'es sur un truc de la télé mexicaine qui va même pas le diffuser. Tu fais levier Mhm. là-dessus pour être sur un truc de la télé belge qui est un truc Ouais, national, mais finalement, c'est pas trop ton c'est ça. audience, mais c'est un minimum de prestige, mais ça touche pas trop de monde. Trop bien. Pour faire levier sur le prochain site qui lui-même va être repompé par tous les autres. Et en fait, tout le monde, une C'est fois que ça. tu as fait cette C'est boucle-là, tout ça. le monde se le repompe. Et en fait, la news, elle est créée quasiment de toutes pièces, quoi. L'événement, c'est toi qui l'a instigé avec le fait d'avoir une histoire à raconter et aussi d'avoir un peu un espèce de momentum, une espèce d'élan, mais que tu as construit en C'est fait ça. en étant là et en te C'est mettant ça. devant une caméra de télé. C'est ça. Mais en fait, après, tu sens un petit peu, tu commences à comprendre certaines choses. Tu te dis, attends, je crois que j'ai compris comment ça Hmm. fonctionne avec les médias. Ouais. Donc, dans, j'avais mis des valeurs, donc j'avais parlé au départ de mission, vision, valeur. Parmi les cinq, j'ai mis 5 valeurs qui étaient importantes pour le compte. Donc, les 5 valeurs actuelles du compte, c'est authenticité. Donc, par exemple, je suis la même personne que tu vas voir sur le compte maintenant. Donc, je suis quelqu'un qui sourit énormément, qui suis super joyeux de manière générale. Et ce que je vais montrer, par exemple, si je vais à un endroit, je fais pas ce que j'appelle le McDonald's effect. C'est que je prends une photo et si tu vas à cet endroit avec cette luminosité, etc., tu vas voir ce que j'ai vu. Ça va pas être, je vais pas transformer en me mettant plus de muscles, en mettant en mettant des Photoshop avec, je sais pas, Hmm. en rajoutant, je sais pas, un requin derrière moi alors qu'il y avait pas de requin du tout. Ouais. Enfin, je vais pas faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens Euh, sur Instagram qui le font, qui vont rajouter carrément des éléments au-delà de l'editing c'est ça, ah un peu non, oui, bien sûr. classique. Ouais. Jouer avec les couleurs, voilà, tu peux dire que c'est la Ouais. partie artistique, mais je respecte ceux qui le font. Il y en a Ouais. qui font même que ça en disant de manière affichée, je fais des Photoshop et Ouais. c'est juste pour l'art et je le respecte tout à fait. Mais là, je voulais avoir authenticité. Deuxième, positive. Donc, tout ce dont je parle, c'est toujours de manière positive. Donc, j'ai fait plusieurs missions humanitaires, par exemple, même à Saint-Martin, avec l'armée française. Quand il y a eu l'ouragan, j'étais avec UNICEF à Madagascar. Enfin, j'ai fait plein de choses comme ça. Et la manière dont je le montre, c'est pas de dire, voilà, regardez cet enfant qui a marché sur une mine antipersonnelle et fait des donations. J'aime pas du tout. Je vais prendre le même enfant, s'il était soigné, c'est expliquer son histoire comment ça s'est passé de manière positive. Et donc, si vous voulez supporter cette méthodologie-là ou ce qu'ils font, ben voilà ce qu'on a fait ou ce que d'autres personnes font. Ensuite, il y a 2 mots qui sont les plus importants pour moi, c'est daring and caring. C'est difficile de les traduire exactement en français. Daring, c'est facile, c'est oser. C'est vraiment, voilà, c'est montrer par l'exemple. C'est
ose faire quelque chose, que ce soit, c'est pas forcément voyager, c'est juste, tu as envie de te lancer dans quelque chose, regarde, il y a moyen de le faire, mais bats-toi. Il faut juste y croire à fond. Enfin, juste. Pas juste ça, mais en gros. Ensuite, il y a caring. Caring se reflète dans tous les aspects de tout ce que je fais. Donc, caring, c'est prendre soin d'eux, on va dire. Mais voilà, donc ma mère, bah, c'est un message qui fait attention à. Voilà, c'est faire attention à. Donc, c'est pour ma mère. Même donc la communauté, il y a toujours une partie humanitaire. Les vêtements, c'est fair trade, c'est organique. Enfin voilà, c'est une valeur qu'on doit revoir partout. Et puis la dernière, c'est international. Donc, je parle en anglais et c'était voulu dès le départ. Donc, c'est Maman Fine, pas Maman je vais bien ou Maman estoy bien parce que je parle en espagnol avec ma mère. Parce que je voulais déjà avoir un public qui était plus large. Donc, je parle en Et tu anglais. fais d'ailleurs systématiquement les 3 descriptions dans tes posts. Dans non, les 3 langues. c'est récemment, j'ai remarqué l'intérêt. C'est pas dans les 3 langues, c'est espagnol et anglais. Français, j'ai une communauté en France qui est quand même assez importante et en Belgique aussi. Donc, si on prend, ça doit peut-être être 30 000, 40 000, même un petit peu plus de personnes. Mais ces personnes, souvent, parlent anglais. Okay. Et donc, rajouter une langue en plus, ça rajoute du texte et ça fait beaucoup trop. Tandis que l'espagnol, c'est une corde un peu importante pour moi, c'est que beaucoup de marques mexicaines se sont intéressées à moi de manière beaucoup plus forte. Donc, par exemple, j'ai réussi à avoir mon nom sur un avion. Donc, c'est toute une histoire assez incroyable aussi, donc, qui vole au-dessus des États-Unis et du Mexique. Mais c'était parce que ma mère était mexicaine et que de temps en temps, je mets un texte en espagnol. Donc, c'est aussi pour avoir les communautés qui sont intéressées. Et beaucoup de Mexicains ne parlent pas anglais. Okay. Donc, ça permet de les avoir. Et donc, pour revenir à la partie média, on est parti un petit peu loin. Il y avait ce moment où on a je commence à sentir un petit peu comment fonctionnent les médias et ce qui les intéresse. Et j'essaye de faire un deuxième test pour voir si j'arrive à voir les médias, enfin l'attention des médias. Et pour l'histoire, il y avait une fille que j'aimais beaucoup. Donc, je n'invente rien. Donc, ma mère s'inquiète vraiment. Et je fais vraiment ça pour ma mère. Et ma mère est contente. Et encore maintenant, elle s'inquiète des années après. Mais c'est juste la manière dont tu racontes l'histoire qui est importante. Et là, je commence à sentir. Donc, par exemple, il y avait une fille qui me plaisait beaucoup et elle n'était pas au courant qu'elle me plaisait. Je me dis, mais tiens, j'ai envie de faire un truc qui va peut-être plaire aux médias et qui pourrait être intéressant pour moi. Dans le pire des cas, ça me fait de la pub. Dans le meilleur des cas, ben, la fille est intéressée et ça me fait de la pub. Donc, je décide de supprimer toutes les personnes que je follow et je follow une seule fille. Okay. Donc, une seule personne et c'est cette fille-là. Ouais. Et donc, je laisse ça pendant tout un temps. Voilà. Il y a plein de gens qui disent, mais pourquoi tu suis qu'une seule fille? Si tu commences à avoir l'attention, etc. Et donc, je contacte Cosmopolitan qui m'avait demandé une interview. Je leur dis, mais en fait, vous savez, il y a une autre histoire qui est cachée derrière ce compte. Peut-être qu'elle peut vous intéresser. Et donc, j'explique qu'il y a une fille qui me plaît depuis longtemps. J'essaye d'avoir son attention. Et c'est pour ça que je follow que cette fille-là pour qu'elle voit que toute mon attention est vers Cosmopolitan qui est à fond truc féminin, etc. saute dessus, fait un article. Et de nouveau, paf, je crois que je prends 20 ou 30 cas avec d'autres médias. Donc, je me dis, OK, ça va, j'ai compris un peu le truc. Ouais. Mais par contre, il y a un énorme défaut à ma campagne, énorme. C'est que tu peux avoir beaucoup d'attention en un coup et monter très vite, mais très vite perdre l'attention des gens. Et c'est ça le plus gros problème que j'ai avec Maman Fine, c'est que c'est difficile d'à chaque fois surpasser le niveau d'avant. Donc, tu te retrouves dans une chaîne qui est horrible, où tu dois faire plus et plus et plus et plus. Et si à un moment donné, tu fais une photo comme tu le faisais il y a un an, qui était bien et que les gens adoraient, les gens aiment plus, ils disent, mais attends, mais enfin, voilà, tu diminues ton niveau ou n'importe. Et je me retrouve dans des... donc, pour donner des idées de ce qui s'est passé, donc, j'ai commencé à nager avec des requins, j'ai fait des photos avec des crocodiles. Il y a eu... j'ai vécu avec une tribu en Amazonie, j'ai vécu comme un mineur en Bolivie. Et à chaque fois, je faisais ça et ça me plaisait énormément et c'était une passion. Et petit à petit, c'est devenu un boulot. Donc, je l'ai considéré comme un full-time job. Ce que j'appréciais beaucoup, c'est de pouvoir... Bah, au final, je suis jamais vraiment rentré en Belgique et j'ai jamais retrouvé un boulot comme je l'avais. Ça fait maintenant 5 ans que je fais ça. Donc, 2016, ça va bientôt faire 5 ans, ça fait 4 ans et demi. Et donc... mais c'est aussi, ça vient avec des contreparties que les gens n'imaginent pas. C'est que j'ai perdu énormément de choses qui étaient importantes pour moi. Je ne pouvais plus voir ma famille. Je partais pendant 9 mois l'année. Donc, la naissance de ma nièce, je ne pouvais pas être là. Enfin,
Donc, j'étais le parrain d'une petite fille, je pouvais pas être là pour sa naissance. Des mariages, j'étais pas là. Quand je revenais en Belgique, j'étais épuisé, je voulais me reposer. Donc, je voulais voir mes amis, mais si je les voyais pas, ils me disaient, voilà, tu rentres, mais on se voit pas. Mes parents qui me disaient, écoute, tu nous consacres pas de temps. Et au final, ce que je croyais être une bénédiction est venu avec un autre côté que je savais pas qu'il allait avoir un impact aussi important. Et le problème, c'est que je peux pas me plaindre. Si je me plains, les gens disent, mais attends, mais t'es toujours en vacances. Mais c'est horrible parce que j'ai eu des moments tellement compliqués où j'ai eu un pistolet sur la tempe, j'ai dû dormir dans des coffres de voitures. Enfin, j'ai eu des moments qui étaient vraiment très compliqués, des doutes où je me disais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'arrivais pas à vendre? Donc, un exemple. L'autre moment difficile, une fois qu'on a 100 000 followers, c'est qu'il y a des marques qui commencent à s'intéresser. Et les marques, lorsqu'elles viennent, elles disent, écoute, moi, je te propose autant d'argent, mais alors tu fais ça. Et un exemple, je ne peux pas mentionner qui parce que j'ai signé des NDA, mais c'est des compagnies aériennes qui me disaient, écoute, tu vas te mettre à côté d'un pilote avec ton sign et tu vas faire comme ça. Mais moi, c'est pas du tout ce que je fais. Mon ADN, c'est pas du tout de faire un pouce en l'air et d'être à côté en train de sourire, genre une pub Colgate. C'est pas du tout ce que je fais. Et donc, vient la question de se dire, est-ce que j'accepte cet argent pour pouvoir continuer plus longtemps mon projet? Ou alors, est-ce que je reste vraiment attaché à ma ligne éditoriale et quoi qu'il arrive, bah, même si tant pis, ça me coûte mon compte, je reste attaché à ça. Et je fais le deuxième choix qui est très difficile. Et là, je commence à ne plus avoir de contact avec des marques. Je fais pas de pub. Ou alors, il y a des hôtels qui me proposent des échanges, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de truc parce que je me dis que l'image que j'ai envie de mettre avec Mom Fine doit être haute. Et si jamais je commence à faire des échanges avec des hôtels qui parfois peuvent être intéressants d'un point de vue, enfin, je sais pas, on me propose 2 semaines à rester dans un hôtel qui est pas dingue, bah, c'est 2 semaines où je paye pas. Et parfois dans des villes comme à Rio, bah, ça peut être intéressant. Si c'est pendant le carnaval, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, enfin, c'est un exemple. Et là, rester vraiment sur tes valeurs et dire non, je vais rester là-dessus, pour moi, c'était le plus compliqué parce que il y a eu un moment où il y avait des marques qui venaient où j'étais pas d'accord, par exemple, avec leurs valeurs et je disais non, je veux pas. Et il y a d'ailleurs des marques avec lesquelles je vais pas mentionner qui, avec qui j'ai travaillé dans le passé, où j'ai accepté parce que certaines valeurs allaient bien. Happiness, peut-être que ça dit quelque chose, mais maintenant, ça va plus du tout avec ce en quoi je crois, donc je le fais plus. Mais c'était très compliqué, vraiment très compliqué. Donc concrètement, ça t'a demandé combien d'abonnés, d'avoir assez de marques qui te contactaient avec assez de projets, assez de budget, assez de projets qui, toi, t'intéressaient pour pouvoir être à l'équilibre financier sur ce projet? C'est une question qui revient souvent. Et donc maintenant, j'ai créé une agence et je me posais la question de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, en créant une agence, j'ai eu une base de données énorme d'influenceurs que j'ai rencontrés à travers le monde. Et de l'autre côté, j'avais beaucoup de marques qui venaient me voir et je me retrouvais dans un gap où je me disais, mais je refuse ces marques-là, mais il y a une opportunité business, je peux leur offrir quelque chose. Et même si c'est la partie créative, être le bridge entre la marque qui a du mal à comprendre ce que c'est qu'un influenceur parce que donner du pouvoir à quelqu'un de communiquer à sa propre manière les valeurs de la marque, c'est un risque énorme. Et d'un autre point de vue, le créateur qui dit, bah, écoute, j'ai pas envie de me vendre non plus. Donc, être le lien entre les deux, c'était une valeur ajoutée qui est super importante pour l'instant. Donc, je ton me dis, bah, agence, j'ai une place. tu vends en fait un service de communication aux entreprises en leur disant, moi, je vais vous mettre en relation avec les influenceurs et je vais un peu gérer la campagne pour vous? En fait, il y a 3 aspects. Le premier, il y a certaines marques qui viennent, ça c'est la partie plus traditionnelle qui me dit, écoute, voilà, on veut travailler. Soit Mom Fine est un appât et dit, écoute, on a envie de travailler avec toi et parfois je le fais moi-même. Ou alors je dis, écoutez, je n'ai pas la capacité, mais par contre, je peux venir avec une proposition créative en vous proposant certains profils et en revenant avec, depuis le départ, donc la partie, le brainstorm, la logistique, la campagne, etc., jusqu'au reporting. Donc ça, c'est tout ce qu'on offre. Mais ça, c'était un système qui est traditionnel. Moi, j'ai voulu le faire à l'envers. Pour moi, il y a un problème énorme dans le système actuel et c'est ce que je suis en train de changer et ça fonctionne très bien. C'est si je prends la manière traditionnelle ça, je l'ai pas appris à l'école, par exemple, en communication et en marketing, je l'avais pas appris. Donc, la manière traditionnelle dont on apprend à l'école, c'est de dire, voilà, la marque va avoir une agence et cette agence, elle va lui dire, écoute, ça, c'est le message et ça, c'est notre objectif. Si c'est raising awareness, si c'est avoir de l'attention, si c'est de la transformation, de la conversion, pardon, bah, quel est notre objectif et qu'est-ce qu'on veut faire avec et qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là. Et d'habitude, les marques, enfin les agences vont dire, bah, écoutez, nous on va vous faire un mix marketing, on va vous créer une campagne qu'on va mettre sur, je sais pas, distribuer à la télé, à la radio ou dans les revues, enfin dans les magazines. C'est un exemple, d'accord?
la presse papier. Donc, au final, la marque a toujours le pouvoir. C'est-à-dire que c'est de manière verticale. Elle impose son message sur tous les médias. Tandis que là, maintenant, même quand c'était les réseaux sociaux, quand c'est apparu sur Facebook, au départ, c'était bizarre, mais les marques ont commencé à communiquer avec leur propre campagne qu'elles faisaient, par exemple, à la télé, sur Facebook. Et tu voyais une pub qui défilait. Maintenant, on voit bien que les gens scrollent et s'en foutent. Donc, euh, maintenant, il y a cette nouvelle possibilité qui est incroyable. C'est les influenceurs, de manière générale, les créateurs de contenu, qui vont produire du contenu qui est souvent est plus bon marché qu'une agence qui va prendre cher et méchant. Ensuite, il y a la distribution. Et sur la distribution, c'est beaucoup plus fort parce que tu vas avoir, par exemple, en radio, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, c'est encore au papier et au crayon qu'on note combien de temps est-ce que j'ai écouté, quelle radio, etc. Donc, c'est fou de se dire qu'on a très peu de data, en fait. On a très peu d'informations sur à qui est-ce qu'on parle. Et même sur la télévision, on va communiquer, mais en fait, on ne sait pas exactement à qui on communique. Alors que moi, je peux vous dire que j'ai 73% de femmes qui viennent de tel pays, de telle ville, qui aiment telle chose. Et donc, c'est extrêmement segmenté. Je peux avoir un profil qui est très, très précis. Et enfin, la dernière partie, celle qu'on voit aussi, c'est la création du contenu qu'on fait pour nous. On peut soit le faire pour la marque, ou alors, celle qu'on a fait, vendre les droits, en fait, typiquement. Au final, lorsque je me suis dit, j'ai envie de faire l'inverse, j'ai remarqué que beaucoup d'agences faisaient des choses qui étaient vraiment très mauvaises, contre-productives. Admettons, c'est un exemple, hein, c'est pas le cas, enfin si probablement quelque part, mais Coca-Cola qui va avoir une agence qui va dire, moi j'ai envie de travailler avec telle influenceuse parce qu'elle a tel chiffre. Au départ, ils regardaient que les chiffres, pas du tout les valeurs, pas de voir si le message fonctionnait ou pas. Ils disaient, OK, on a envie de parler à autant de personnes. Et donc, cette influenceuse allait à un festival, avait sa canette et elle faisait un sourire à côté de la canette en disant j'en sais pas, apnée, blablabla, etc. Et en fait, les gens en ont eu marre. Les gens voyaient ce genre, enfin, en ont marre. Ils voient ce genre de pub, détestent la marque, commencent à détester l'influenceur. Donc, au final, ça ne fonctionne pas. Enfin, voilà, on va le voir, donc ça va rentrer. Donc, il va y avoir une présence de la marque. Mais d'un point de vue image, c'est pas dingue. Donc, je m'étais dit, je vais faire l'inverse. Je vais choisir certains profils que je trouve qui ont un potentiel voilà, une idée particulière, une identité qui est forte. J'en sais rien. J'ai plein de certains qui font des caméras cachées sur YouTube avec une morale à la fin. Il y en a un autre, Greg Zoué, qui est un YouTuber qui a fait un van, qui l'a transformé, il fait la van live et sa production est incroyable. Donc, je prends certaines personnes et je leur dis, écoutez, voilà, j'ai envie de m'occuper de vous. Et il y a différents niveaux. Soit tu peux être agent ou tu peux être manager. L'agent, c'est juste, je te trouve quelqu'un. Soit je vous mets en relation, je touche une commission et vous vous débrouillez. Soit je vous aide à la mise en place. Donc, par exemple, il peut y avoir l'idée créative ou certaines parties logistiques ou une aide qui peut t'apporter. Ou alors, c'est vraiment, et donc il y a un certain pourcentage. Ou alors, tu es manager et c'est vraiment dire, encore deux, c'est tu as du mal à te vendre, je m'occupe de tout. Je vais t'aider à me focaliser sur toi, à ton compte et te donner certains conseils pour que tu puisses grandir. Et parfois, c'est l'inverse, c'est prendre des personnes qui n'ont personne, mais qui ont du talent et de dire, attends, je vais te donner des moyens au niveau prod pour que tu puisses grandir, mais alors j'ai un plus grand pourcentage parce que tu n'avais rien au départ. Et alors, voilà, c'est ce qu'on propose. Et ce système-là, étant donné que je leur demande un exemple, je dis, qu'est-ce que tu as envie de faire l'année prochaine? Telle personne me dit, bah, moi, je rêve on va prendre Mom Fine, comme ça, c'est plus facile. Mom Fine, admettons que ce soit pas moi, j'ai envie de mettre Mom Fine dans l'espace. C'est le cas. On veut mettre Mom Fine sur une navette, un satellite. Bah, en tant qu'agence, je vais dire, OK, c'est intéressant, il y a quelque chose du contenu qui peut être, voilà, on peut faire des vidéos, on peut faire des stories, on peut faire des photos, on peut faire tellement de choses à partir de ce content qui peut t'intéresser. Bah, on va dire, bah voilà, il peut y avoir SpaceX, par exemple. Mais bon, SpaceX, c'est pas le cas pour ce projet-ci, mais ben, tu vas voir SpaceX, tu les démarches, tu dis, écoutez, on a un projet où l'ADN correspond exactement à ce que vous faites. Ben, le taux de transformation est gigantesque. Objectivement, je crois que je me rappelle pas une seule fois où on m'a dit non. On m'a dit non, écoute, on ne croit pas là-dessus. Parce qu'on vient avec une solution qui est on te dit moins pas non chère. parce que ton projet est déjà tellement bien pensé par rapport à ce qu'ils vont vouloir. C'est ça, c'est la raison pour laquelle ils disent pas non, c'est parce que tu as un truc quasiment custom par rapport à eux et tu as compris tous leurs besoins en amont et tout ce qu'ils voulaient faire et tous leurs objectifs. Et en gros, tu leur fais un truc où quasiment le gars du marketing t'a fait son job à sa place, quoi. Quand tu es arrivé avec ton idée, avec ton concept, avec ton truc tout cuit, il n'a plus qu'à signer, il a accompli son... Enfin, il a un truc à montrer à sa hiérarchie. C'est ça, exactement. Donc, en gros,
on vient avec une solution clé en main et cette solution est pensée pour ce client-là. Donc, on est compétitif par rapport à la production, par rapport à la distribution, par rapport aux droits, au final, on a même eu des clients qui se disaient, mais attends, il y a peut-être anguille sous roche parce que est-ce que ils vont délivrer vraiment ce qu'ils donnent et c'est vraiment, ça fonctionne bien. Et donc, un exemple de campagne, j'ai fait mes dents sur Mom I'm Fine. Donc, par exemple, il y a eu une campagne avec Cristiano Ronaldo. Le but pour moi, c'était de faire c'était un petit pari, on va dire, avec ma mère. Il y avait eu un classico et j'avais été invité par une marque. Elle m'avait envoyé un message, elle m'a dit Chiche, que tu fais une photo avec Ronaldo. Je me suis dit, mais c'est impossible. Le mec, maintenant, a le compte Instagram c'est la personne la plus populaire au monde. Donc, comment faire pour l'atteindre? Il a une armada de personnes derrière et c'est super compliqué. Donc, ce que j'ai fait, j'avais été chercher dans la liste de tous ses sponsors, un par un, regarder avec ceux qui travaillaient à l'instant T, donc pas dans le passé, et voir quelles agences étaient liées à telle marque. Donc, j'ai fait tout ça et j'ai trouvé une agence au Mexique qui s'occupait de American Tourister, qui était une marque de valises. Je les ai contactés en leur disant, écoutez, j'ai un storytelling, ma mère m'a fait ce pari, j'étais là, j'ai tout qui est déjà filmé, je peux faire en sorte de créer un problème en disant à mes followers, écoutez, voilà, j'ai besoin d'aide pour. La marque peut répondre en disant, on a une solution pour toi. Ouais. Et voilà, et donc au final, tout le monde est content. Les followers arrivent parce qu'ils ont joué, ils ont mis la pression, ils ont permis que ça se mette en place. La marque a une visibilité incroyable. Et puis moi, je rencontre Ronaldo, donc c'est cool. Donc il y a eu ça. Et puis il y a eu le nom sur l'avion, c'était un cas d'école aussi. Donc en gros, j'avais dit que j'essayais d'écrire Mom I'm Fine sur les endroits les plus fous et toujours essayer d'éviter le sign. Ça peut être écrit avec des pierres, avec du feu, avec du sable, enfin toujours de manière un peu différente. C'est la phrase qui est importante. Je veux pas que ce soit le sign parce que sinon ça me réduit et ça me limite. Je veux que ce soit la phrase qui soit plus forte. Donc j'avais une marque, comme j'avais dit, beaucoup de marques des compagnies aériennes me contactaient, me disaient écoute, voilà, on a envie de travailler ensemble. On me proposait à chaque fois des trucs pas méchamment mais nuls. Et où j'avais pas de direction artistique, où je pouvais pas m'exprimer, ça correspondait pas à ce que je faisais. Donc, je disais non, non, non. Et un jour, il y a une boîte, donc TBWA, New York, qui me contacte et qui me dit, écoute, voilà, on a une compagnie aérienne qui a envie de travailler avec toi et qui est au Mexique. Je leur ai dit, écoutez, si vous me proposez quelque chose où je peux pas avoir la direction artistique, je vous le dis déjà, c'est non tout de suite, parce que je veux pas détruire mon compte. Ils me disent, écoute, est-ce que tu as déjà une idée? J'ai dit oui, j'ai une idée qui est toute prête là, et j'ai un problème que j'ai envie de résoudre. Donc, si jamais on y arrive, donc, on fait un call avec le client et l'idée est la suivante. Je leur dis que j'ai envie de partir comment ça s'appelle donc, j'ai pas vu ma mère depuis des mois. Elle est au Mexique et c'est Noël. Et Noël, pour nous, au Mexique, c'est plus que mon anniversaire. C'est vraiment Noël, c'est le top du top. Donc, je me dis, mais il faut que je vois ma mère. Ma mère n'est pas au courant que je la vois, donc il faut que je parte. Et je leur dis, si vous arrivez à me trouver un billet pour telle ville, c'était très compliqué pendant cette période, et que vous me payez un fee, je peux faire une vidéo qui est cool. Ils m'ont dit, écoutez, ouais, voilà, on n'est pas sûr, etc. Je leur ai dit, écoutez, on va faire quelque chose. J'ai pas envie de travailler sur du court terme, parce que du court terme, c'est pas intéressant pour moi. Je dois faire de la prospection, je dois rechercher. Puis après, il y a une identification avec une marque, et puis j'ai pas envie de travailler avec une, puis avec son concurrent. Ça détruit ma propre image, donc j'ai envie de rester avec une marque pour chaque chose. Donc là, depuis, j'ai travaillé avec plein de marques, donc Volvo, Canon, etc. depuis des années. Volvo, j'ai eu 2 ans, 3 ans maintenant. J'ai eu 2 ans avec Canon, donc j'essaye de faire à chaque fois le maximum de temps. Et cette compagnie aérienne s'appelle Volaris, pas connue ici, donc elle vole pas du tout ici. Et je leur dis, écoutez, voilà, on va faire une chose. Vous voulez faire un one-shot, je veux pas de one-shot. Si j'arrive à faire une vidéo qui fait 1 million de vues, j'avais 150 000 followers, 1 million de vues sur Instagram, c'est impossible. Donc si j'arrive à avoir 1 million de vues sur ma vidéo, et que ça correspond à vos critères, alors vous me prenez pour un contrat à longue durée et le prochain truc, c'est moi qui décide ce qu'on fait. Bien sûr, accepter ou pas selon le budget, etc. Et ils ont dit oui, mais eux, ils avaient tout à gagner là-dedans. Ils me disent OK. Et donc, je disais, élément important, vous ne me rémunérez pas si je ne réussis pas, mais vous me rémunérez et plus le contrat à l'année si j'y arrive. Donc, eux, ils disent OK, magnifique, on a tout à gagner là-dedans. Soit il y a 1 million de vues et on a payé un fee qui n'est pas énorme, ou l'inverse. Donc, pour la vidéo. Tu fais souvent ce genre de contrat de démarrage, un espèce de projet test? Non. Non, c'était une exception? Non, plus maintenant. En fait, j'avais compris au départ, j'avais aucune crédibilité. J'avais pas de crédibilité. Mais une fois que tu as prouvé que tu peux faire quelque chose de bien,
tu le fais avec une marque, la deuxième voix, tu refais Ouais. avec la deuxième marque, avec Ronaldo, avec n'importe. Ben, les marques, après, elles suivent. J'ai fait un truc sur l'Atomum, sur la dernière boule de Bruxelles que personne n'a fait. J'étais habillé en astronaute, etc. Ils l'ont juste accepté parce qu'ils avaient vu tout ce que j'avais fait avant. Si je viens juste avec ma pancarte en bas, ils vont me dire, mais attends, mais t'es un rigolo. Mm. Non. Donc là, c'était vraiment la première marque où je me dis, Ok. je prends un gros risque Mm. et j'y vais. Donc, je vole au Mexique. Attends, 2 petites secondes. OK. Euh, donc, je vole au Mexique et j'ai fait une vidéo où j'étais tellement stressé, j'avais pas de matériel, tout était au téléphone. Donc, je filme tout avec mon téléphone et je demande à mes cousins, donc ils sont pas au courant que je suis là, ma mère est pas au courant, je vais voir ma famille sans ma mère et je leur dis, écoutez, j'ai besoin de vous, donc je leur apprends ce que c'est qu'un travelling, donc je prends un téléphone, je leur dis, donc tu vas faire comme ça et on va faire comme ça, tu vas te mettre à cet endroit. Je me déguise en Père Noël et je vais à un endroit public où je mets des lunettes pour pas que ma mère voie mes yeux et qu'elle me reconnaisse. Donc, j'écris Mom I'm Fine sur un papier. Je le cache dans ma poche et alors je sonne et elle dit ah voilà il a peut-être un cadeau pour toi et ma mère arrive toute contente. Bah, elle rigole, elle fait ah t'as un cadeau pour moi mais elle s'imagine pas du tout donc je sors le papier, je lui donne et eux filment les deux angles donc ils me filment moi et ma mère donc Mm. sa réaction et au moment où ils me filment en fait je prends la barbe postiche, je la lève, j'enlève avec les lunettes. Ma mère est en train de lire, donc elle voit pas. Et quand elle lève sa tête, elle me voit et elle se met à pleurer, mais me prend dans ses bras, etc. Donc, moment d'émotion avec une belle musique. Et voilà, donc au final, j'étais content, je pouvais voir ma mère. Ma mère a pu me voir. Et la marque, ça correspondait parce qu'on voyait l'avion où en fait, les hôtesses de l'air sont habillées d'une certaine manière qui sont très Mhm. reconnaissables. Ouais. Et ils ont des couleurs, c'est pourpre. Donc, c'est flagrant que c'est eux. Donc, c'est associé. Donc, j'ai dit, grâce à eux, j'ai pu voir ma mère. Donc, je le poste le 24, non, le 25, pardon, donc le jour de Noël. Et, et ce même jour, donc la veille, donc j'avais fait la vidéo, je crois, le 23. Le 24, j'avais envoyé ça à tous les médias que je connaissais. Je leur ai dit, écoutez, si vous voulez, il y a une vidéo, vous pouvez la voir, etc. Il y en a qui demandaient l'exclu, d'autres pas. Et donc, j'ai fait le pari sur des personnes qui étaient plus grosses. Et ça fait 7 millions de vues en un jour. Donc, je retourne chez la marque. Je leur dis, écoutez, voilà, sur mon compte, je crois qu'il y avait 200 ou 300 000, ce qui était beaucoup pour un compte à 100 000 ou 150 000 followers. Mais je reviens vers eux et je leur dis, écoutez, voilà, vous m'avez promis quelque chose. Maintenant, j'ai délivré. Donc, ils m'ont dit, OK, ça va. Ils ont compris. Donc, tout était bien. Ils ont apprécié. Et en plus, la femme avait pleuré en regardant la vidéo. Donc, ça fonctionnait bien. Et donc, au final, je leur dis, maintenant que vous m'avez fait confiance, je vous demande la prochaine chose. Je veux mon nom sur un de vos avions. Là, ils tombent de leur chaise. C'est 9 mois de négociation. Et je leur dis, écoutez, ça ne vous coûte pas grand-chose. Vous avez des avions qui, en basse saison, sont en maintenance. Vous devez les nettoyer. Vous devez mettre votre logo dessus. Vous pouvez écrire Mom I'm Fine. Et la force de Mom I'm Fine, c'est que même si on ne connaît pas le compte, la force de Mom I'm Fine, c'est que c'est beau un avion où il y a écrit Mom I'm Fine dessus Mm. et qui vole. Ouais. Et ça vous coûte mon fee. Le fait que je dois aller voler, c'était à Tijuana à l'époque, dans un hangar où il m'avait donné l'avion pour moi tout seul. Je pouvais le déplacer avec des crews, etc. Avec caméra, c'était ouf. Et, euh, et donc, de nouveau, pareil, je lui ai dit, je vous promets, ça, les médias, si un jour il y a un problème. Donc, il y a eu un problème avec une marque au Canada qui avait, légalement, je ne peux pas dire, mais où il y a eu un litige, on va dire. Il y a eu énormément d'attention des médias. En gros, on avait calculé qu'ils avaient repris ces photos avec l'avion pour montrer qui j'étais et ce que je faisais, Mhm. ou les vidéos. Et ça a fait 45-50 millions de vues. Et ça leur a coûté que dalle. Donc voilà. Je parlais beaucoup là, il me semble. Ouais, non, c'est intéressant. La question que je me posais en t'écoutant parler de ton agence, c'était comprendre. J'ai quasiment l'impression que tu as commencé Mom I'm Fine et tu te dis, OK, ce business model d'être un influenceur a ses limitations. Et donc, du coup, je cherche à monter un truc qui ne dépend pas entièrement de moi avec l'agence. Aujourd'hui, quelle est ta répartition de ton temps entre Mom I'm Fine et l'agence? Comment est-ce que tu réfléchis en termes de stratégie et en termes d'activité à ces questions-là? Bah, justement, je voulais venir par rapport à ça. Je voulais te dire merci par rapport à ça parce que, donc, en regardant tes vidéos, je t'avais dit que j'avais appris certaines choses. Et même, bon, c'est pour ceux qui ne le savent pas, les mails que tu envoies avec les rappels et l'annulation, etc., je suis fasciné par ton organisation. Franchement, c'est vraiment top. Moi, j'ai un problème au niveau organisation. J'ai un énorme problème, c'est que
Donc j'adore la juste partie. pour te dire, ces rappels-là que je t'envoie sont 100% automatisés. C'est-à-dire que si Oui, moi oui, je oui, devais bien sûr, les bien sûr. envoyer, tu vois, Non, Donc non, là, non, bien juste sûr, pour bien sûr, dire, c'est noté. c'est quand tu bookes pour le podcast. Pour le coup, j'utilise un truc qui s'appelle You Can Book Me. Et là, ça te fait des rappels et tout. C'est assez clean à ce niveau-là. Ça te renvoie les liens. Notamment parce que sinon, une fois sur deux, les gens se disent, mais il est où le lien pour s'appeler, tu vois? Faut que tu leur envoies une C'est heure ça, avant, 24 heures avant, tu as un c'est ça. petit email. Ouais. Non, c'est parfait. Et justement, moi, j'ai un énorme souci, c'est que c'est plus la partie créa. J'ai beaucoup de projets sur lesquels je travaille en même Hmm. temps et Ouais. mon organisation, je dois faire, j'ai énormément de problèmes parce que choisir, c'est renoncer. Ouais. Si je choisis de mettre mon attention sur un projet, c'est renoncer aux autres. Et ça me pose des problèmes, mais gigantesques, parce que pour donner un petit peu un contexte, il y a Mom Fine qui est la partie la plus importante pour l'instant, mais j'aimerais que ce soit un tremplin pour d'autres choses. J'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Bon, Hmm. j'avoue que d'un point de vue marketing, si je commence à poster à propos d'une copine que je trouve et, si j'ai un enfant et que cet enfant fait Mom Fine, là, voilà, ça explose le compte de nouveau, ça fait un renouveau. Donc, Ouais. j'y ai pensé, donc je le garde sous la poche, mais voilà, donc sous la main, pardon. Donc il y a Mom Fine, il y a l'agence qui s'appelle Mindsberg, il y a pour donner un exemple d'à quel point j'ai pas de temps, c'est que j'ai développé Mindsberg, j'ai même pas de site internet. J'ai tellement de contacts avec les Hmm. marques que j'ai pas le temps de me focaliser sur la Hmm. création de ce site Ouais. et j'ai du mal à mettre en place toutes les choses qu'il faut pour que ce soit bien. Donc, deux, alors qu'on a des références qui sont incroyables au niveau des clients, je n'aurais jamais rêvé d'avoir des clients pareils. Ensuite, trois, il y a les conférences, il y a la marque de vêtements, il y a l'association, on crée une école faite à partir de plastique recyclé. Il y a une série dans laquelle ils vont faire sur Mom Pine et peut-être un film, mais Série qui va être lequel par qui à la télé? la télé, ouais. La télé justement, La télé dont on a belge? parlé, la toute première, La et la télé télé belge? belge, ouais. Donc c'est marrant parce que Ce comme sera il va quoi? être Ce sera un soutenu, je suis documentaire revenu. ou c'est une série de fiction? Donc en fait, ils vont faire 7 épisodes qui vont s'appeler Mom Fine et puis ils vont mettre quelque chose en français, on ne sait pas exactement ce que c'est Ok. en dessous. Et l'idée, c'est, je savais que le content que j'allais créer en vidéo ou en photo, que je ne pouvais pas poster parce que je suis très limité. Je fais ma photo qui est Ouais. le moment parfait avec la bonne lumière, etc. Parfois, il y a des Ouais. photos qui m'ont mis 3 jours en étant sur place, en attendre le bon moment. Donc, enfin bon, soit. Donc, mais je filmais les moments difficiles, les bons moments. Enfin, j'ai tout filmé. Donc, je me suis dit, un jour, je suis sûr que ça va valoir quelque chose. Et là, ils ont racheté les droits pour pouvoir Ok. reprendre toute l'histoire. C'est Donc, assez ouf parce ça que va là, être t'as là-dessus. vendu ce qui aurait été un vlog en fait que tu aurais fait sur YouTube. C'est ça. Et j'oublie, je commence YouTube aussi. Ouais. Là, j'avais un énorme problème. Et d'ailleurs, j'aurais des questions probablement à te poser sur YouTube en général. C'est que je suis tellement limité sur Instagram, j'ai tellement de choses à partager. Enfin, là, je vois, j'arrête pas de parler. Je suis tellement limité parce que j'ai une caption et j'ai une photo. Et Ouais. j'aime pas ça. J'ai envie de partager des choses où les gens peuvent apprendre ou rendre Hmm. et j'ai envie de pouvoir interagir beaucoup plus avec ma communauté. J'ai une communauté qui m'a soutenu d'une manière mais tellement incroyable. Je suis tellement reconnaissant et je suis trop content de l'avoir. Mais j'ai envie d'aller plus loin et donc j'avais envie de commencer YouTube. Le problème avec YouTube, c'est lorsque tu crées des vidéos, les gens s'attendent à avoir du contenu qui est actuel. Et si moi je ressors du contenu d'avant, les gens vont dire bon ok ça va, mais c'est pas top de dire bah voilà il y avait Hmm. ça. Donc j'ai trouvé une manière de pouvoir raconter. Donc j'ai un problème de mémoire et donc j'ai créé une série qui s'appelle Dear Future Me où je parle au futur moi, je lui raconte ce qui s'est passé à cette époque. Mais avec ce style narratif, Hmm. je peux passer où je veux dans ma ligne du temps. Donc ce qui est génial Ouais. parce que je peux revenir sur utiliser des images d'archives et ça passe bien. Et donc c'est ce que je fais, j'ai ça et une autre qui s'appelle Think où c'est des sujets beaucoup plus sérieux comme on est en train de faire Hmm. maintenant où je peux creuser, expliquer tout ce que j'ai appris et mon rêve en fait c'est YouTube. C'est ce que j'aime le plus et c'est horrible parce que je dois choisir entre un rêve, une série, un film, etc. Et Ouais. j'arrive pas. Ça me rend fou. Je sais pas quoi faire. Et j'ai engagé des gens et même avec les gens, tu veux quand même être présent et tu as du mal parfois à déléguer. Enfin, c'est super compliqué pour moi. Je sais pas faire. Je suis perdu. C'est quoi l'échelle de ton équipe aujourd'hui? Il y a combien de personnes qui font quoi à peu près à la louche pour donner une idée? Ok, donc j'ai ma meilleure amie c'est une histoire géniale. Donc elle au départ, elle aimait bien mon projet. Donc de temps en temps, elle m'aidait comme ça à distance. Elle me disait, ah, mais tiens, je peux faire ça, je peux faire ça. Et au fur et à mesure, en fait, c'est la fille la plus intelligente que je connais. Et elle est autodidacte. Elle m'a fait des trucs. Par exemple, j'avais besoin d'une animation 3D un soir et je paniquais parce qu'il fallait absolument que j'ai quelque chose pour le lendemain matin. Et je me dis, bon, bah, c'est foutu, donc je vais dormir. Et je lui explique. Elle s'est tapée des tutos toute la nuit sur du motion design en 3D. Et le Mhm. lendemain matin, j'avais mon animation qui était incroyable.
Et j'ai dit, OK, quand j'ai vu ça, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de toi, j'ai confiance en toi, s'il te plaît, sois là. Et j'avais peur de mélanger amitié et boulot. Et au final, c'est devenu mon bras droit et elle m'aide pour tout. Donc ça, c'est Sarah. Il y a une autre Donc personne, Sarah, elle aurait un rôle que tu décris comme opérationnel. En gros, elle gère beaucoup c'est des ça, éléments c'est ça. de, Elle fait un que petit peu tout tout. Elle fait la fonctionne bien. compta, Elle fait un peu administration. tout. Ouais, C'est ça, ok. c'est Ouais, ça. Elle est vraiment, donc, elle est ma partie organisée. Si je l'avais ouais, pas, hmm, j'aurais probablement raté cet appel d'ailleurs, parce que je cours dans tous les sens. Donc c'est ouais, vraiment, euh, c'est ma base, c'est ma fondation. C'est elle qui va me dire, OK, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Et elle m'aide donc à structurer tous les projets que j'ai et toutes les pensées que j'ai, parce que parfois j'ai envie de faire ça, etc. Et je lui dis, OK, je lui envoie des notes vocales, je lui dis, j'ai ça comme idée, voilà qu'il faut contacter, etc. Et donc, elle fait un planning. Elle va me dire, ouais. OK, voilà, ça va être la structure. Donc ça, c'est un. Deuxième chose, j'avais une personne qui travaillait en plus maintenant qui s'appelait Manon, qui était plus project manager. Donc, c'est vraiment dire, écoute, je vais te donner certains projets différents et c'est génial parce que tu apprends vu que c'est tellement varié. Donc, elle finissait son stage et maintenant, avec le Covid, je devais voir si je la renouvelais ou pas, ce qui est très compliqué pour moi. Donc, on est en train de voir avec un système de commission en disant, bah voilà, si j'arrive à avoir tel projet qui se met en place, bah, les commissions peuvent être très intéressantes, mais le problème, c'est que moi, je fais une partie plus variable qui me met plus à l'aise par rapport au Covid vu que les frontières étaient fermées, je pouvais plus donner de conférences parce que bah, on connaît la situation. Donc, ça a été compliqué. Covid, ça Et t'a puis, frappé fort au niveau financier, c'est ça? les gens, c'est horrible. Donc, pour donner une idée, les gens se plaignent parfois de perdre 50-60%. Dans leur cas, on entend parfois jusqu'à 70%, enfin 70%, Ouais, pardon. Pour moi, c'est 100%. Je ouais, n'ai pas facturé depuis le mois de mars. ok. Heureusement, j'ai eu des réserves, mais ça m'a permis, moi j'ai rebondi, donc je me suis dit, OK, je sais que je ne vais pas facturer. Le tourisme, c'est mort. Les boîtes pour faire de la pub pour l'instant, c'est mort. Les conférences, c'est mort. Donc je me suis dit, comment est-ce que tu vas faire pour rebondir? OK, je vais travailler sur ce qui ne ramène pas d'argent, mais qui peut me diversifier. Moi, j'ai très peur de me dire qu'il y a un homme aux États-Unis qui peut appuyer sur un bouton simplement en disant, voilà, je vais changer l'algorithme et toute ta vie va tomber par terre. Ouais. Donc, j'essaye un maximum depuis le début de me diversifier en me disant, voilà, il faut que je fasse le plus rapidement possible ma conversion vers d'autres médias et vers d'autres boulots en me disant, si jamais c'est moi qui suis impacté, j'ai toujours d'autres choses sur lesquelles je peux rebondir. Et donc, il y a une dernière personne, ça c'est un peu triste, j'avais un vidéaste euh, j'ai fait des erreurs managériales que je recommande pas aux gens, donc pour ceux qui veulent apprendre. Donc, en gros, j'avais fait une story en disant que je cherchais. J'avais des vidéastes de temps en temps qui travaillaient comme ça pour moi, Ouais. mais je voulais avoir quelqu'un qui me suive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, comme ça, lui, il allait avoir un boulot de rêve, entre guillemets, donc tous les voyages payés, tous les hôtels payés, un fixe qui est quand même important, une commission de 10 000 euros si on atteint 100 000 personnes sur YouTube. Enfin voilà, donc des, quelque chose de très intéressant. Donc je savais, de nouveau, j'ai utilisé les médias, j'ai fait une story, je leur ai dit, écoutez, voilà, j'ai déjà vu pas mal d'annonces que vous faites boulot de rêve, etc. Est-ce que ça vous dirait de faire un truc belgo-belge qui puisse faire cette promotion-là? Et moi, je cherchais un Belge à l'époque. Je le fais et je reçois des centaines de personnes qui veulent participer. Et il y a un petit jeune qui me tape dans l'œil. En fait, au moment où je vais choisir le gagnant, il y a un garçon de 19 ans qui est justement dans les valeurs daring and caring, etc., qui, au lieu de m'envoyer un CV, m'envoie une vidéo qui est custom made. Il a fait sur YouTube, il fait vidéo pour Jonathan Cuben. Et il parle de ses valeurs, de ses rêves. Il dit, j'ai peut-être pas la technique, mais je te promets, je vais me battre pour toi et je veux ça, 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 ça. Enfin, voici ce que j'aimerais développer. Et il a compris mes valeurs. Il a fait des recherches, il montre des exemples. Il a dit, j'ai vu ta conférence, j'ai vu ce que tu as fait là, etc. Voilà, je suis la personne qu'il te faut. Et c'est le jour où les frontières ferment. Donc, un jour avant que les frontières ferment en Belgique, dû au Covid. Et je me dis, mais en fait, il a 19 ans. Je me dis, waouh, c'est lui. Et il est au Mexique. Donc, il m'envoie ça et je lui dis, écoute, je lui fais un zoom. Je lui dis, écoute, voilà, tu es conscient que c'est partir, qu'il n'y a pas ta famille, on habiterait ensemble, etc. C'est un risque pour tous les deux. Il faut que tu comprennes. Blablabla. Super motivé. Et je dis, OK, le plus important pour moi, c'est la motivation parce que si tu n'as pas un skill, les personnes motivées, comme ma meilleure amie l'a prouvé, c'est tu peux l'apprendre, ce skill. Tu peux, si tu en as envie, un dicton qui dit en espagnol, plus peut celui qui veut que celui qui peut. Voilà, Mm. je ne sais pas si ça fait sens, mais donc pour moi, je l'ai vraiment impliqué. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, tu as ta chance, tu as une journée pour dire au revoir à toute ta famille, tous tes amis, et tu pars et tu prends ton avion. Je prends l'avion, il stresse, premier avion annulé, il n'y a plus de vol. Donc le deuxième, c'est le dernier avion qui atterrit à Bruxelles. Je le prends et donc je lui apprends tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris. Donc pendant des mois, je le forme. Ça se passe très bien. On essaie de développer YouTube. Et moi, le problème de YouTube, c'était pas le content, c'était la constance.
de nouveau le même problème. Je sais qu'il faut que je sois régulier, etc. Et le problème, c'était d'être régulier. Et en fait, j'ai fait 2 erreurs. La première, j'ai mis ma casquette de grand frère avec lui. Donc, c'est devenu un ami vu que j'habitais avec lui. Et il a changé parce que j'avais plus cette casquette de boss. Et c'est horrible. Moi, j'avais pas envie d'être ce boss. J'ai envie d'être son pote. Et j'ai envie de lui dire, écoute, voilà, ça va. Et je lui disais, écoute, tu as tes responsabilités. Du moment que tu délivres, je m'en fous. Tu peux travailler à l'heure que tu veux. Tu peux faire comme tu veux. Du moment que tu me délivres une vidéo par semaine. Donc, pas dingue. Et au final, bah, je lui ai fait une surprise. On est parti au Mexique et je lui ai dit, écoute, voilà, tu peux pour ton anniversaire de nouveau être avec ta famille. Ça faisait 6 mois qu'ils ne les avaient pas vus. Donc, il part là-bas, on est à Mexico. Moi, je bosse sans lui, je lui laisse un congé. Et son ex qui a commencé à avoir toute la vie bling-bling, on était partis ensemble avec des DJ ou des stars qu'ils appréciaient ou des choses comme ça. Elle voit ça, elle l'avait laissé pour quelqu'un d'autre. Elle le recontacte et lui, il a 19 ans. Et il tombe et me dit, ouais, mais je suis amoureux d'elle, etc. Donc, il veut rester à Mexico et je perds une personne, quoi. Donc, pour moi, ça m'a vraiment fait émotionnellement, c'était très compliqué de gérer ça, surtout que c'était un élément qui était super important pour moi et je l'ai formé pendant tout ce temps. Donc voilà. Ça reste quand même une petite équipe vis-à-vis de l'ensemble des activités que tu as, quoi. Ah oui, donc, ah non, pardon. Là, c'est ceux qui sont, pour moi, mais je travaille en freelance avec d'autres personnes tout le temps, donc chaque mois. Donc, j'ai par exemple un éditeur au Mexique qui fait tout le boulot. J'ai une personne qui fait toutes les traductions de texte, etc., qui est plus copie en général. Et j'ai une personne avant qui s'occupait des vêtements. Maintenant, on est sold out et j'ai plus envie de relancer là-dessus. Donc voilà, on est plus, mais je veux garder une taille humaine. J'ai pas envie de devenir une grosse boîte. C'est quoi une taille humaine pour toi? Maximum 10 personnes. Pour moi, j'ai l'impression que dès que tu dépasses ce chiffre, tu commences à voir. Et donc, pour la petite histoire, j'ai eu des personnes qui m'ont proposé de financer Mindsberg en me disant, écoute, je mets autant d'argent sur la table et c'était beaucoup d'argent. En me disant, nous, on croit, donc on a une expérience, on va avoir une personne qui va être financière, donc qui sera mise dans la boîte, qui s'occupera de la partie développement compta, etc., financière. Et il me dit, écoute, tu pourras avoir tout ce que tu veux, la direction de la boîte, etc., etc. Et je me suis posé la question en me disant, c'était mon rêve avant d'avoir un business angel qui me dise, tiens, je mets autant d'argent sur cette table, etc. Et puis, je me suis posé la question de, mais qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? J'ai envie d'être heureux. Est-ce que le bonheur, c'est vraiment ça? Est-ce que c'est de dépendre et de devoir avoir des comptes à rendre? Est-ce que c'est pas justement se dire, tiens, j'ai envie de bosser sur ce projet parce que ça me plaît. J'ai de comptes à rendre, entre guillemets, à personne. Et puis, avoir 20, 30, 40 personnes en dessous, j'ai vu d'autres personnes qui l'ont eu, qui ont fait ce développement et qui sont malheureux. C'est plus beau d'un point de vue CV, mais d'un point de vue bonheur, ce qui au final, c'est ce à quoi j'aspire, pas du tout. Ils sont stressés, ils ont pris des années. Et au final, je me suis dit, je vais prendre des projets qui me tiennent à cœur et je vais essayer de développer ce que j'aime avec une petite équipe et essayer de faire ça au mieux que je peux. Et ce serait plus facile pour moi de prendre d'autres personnes et de dire, OK, tiens, telle marque, c'est toi qui t'en occupes, c'est toi qui fais ça. Et de déléguer plus. Mais je sens que la partie plaisir se perd. Voilà. C'est ce que je sens. La partie plaisir se perd parce que manager des gens, ça te fait pas plaisir? Si, ça fait plaisir à plusieurs choses, à plus égards. Un, de manière objective, à mon ego. Je viens d'une famille qui est pas très... je viens d'une famille modeste, donc classe moyenne, mais où mes parents n'ont pas développé de société. Ma mère était dentiste et mon père travaillait pour une université. Mais quand elle est arrivée en Belgique, elle ne pouvait pas travailler comme dentiste. Donc, elle a dû recommencer à zéro sur un autre projet pour que mon père soit là, toute une histoire. Au final, ce qui fait que j'ai toujours rêvé d'être patron. C'est quelque chose qui me plaît, pas patron pour donner des ordres, mais juste pour dire, je vais créer quelque chose, je vais employer des gens, je vais faire ça, ça, ça. Et au final, ça te fait plaisir en te disant, waouh, on me donne plus d'ordre. C'est moi qui peux dire c'est quoi la direction, ce que je veux faire, etc. Donc, de ce point de vue-là, oui. Mais d'un autre point de vue, j'ai eu des moments très compliqués, genre burn-out. Et je me dis, si j'ai une équipe en dessous, tu peux pas avoir un burn-out. Tu peux pas leur dire, tiens, débrouillez-vous. Je peux pas faire ça. Là, pendant tout un temps, par exemple, j'ai cette relation amour-haine avec les réseaux sociaux où j'ai mis un code sur mon téléphone. Enfin, c'est pas moi qui l'ai mis, donc ma meilleure amie, vidéaste, etc., avait tous un code où j'avais pas accès aux réseaux sociaux de 10 à 19 heures. Parce que sinon, je perdais en productivité, je perdais du temps dessus. Tu te mets dans un mood qui est pas intéressant, tu te compares.
Enfin, c'est vraiment pas du tout ça, mais vraiment pas du tout. Donc, je me suis dit, je vais être le plus productif possible. J'arrête complètement. Si vous voulez me parler, envoyez-moi un message, un SMS, un WhatsApp, ça, il n'y a pas de problème. Mais tout le reste, plus de Netflix, plus de YouTube, plus d'Insta, plus rien. Et ça m'a fait énormément de bien. Mais si j'avais continué dans ce cas-là, moi, j'avais des horaires qui étaient vraiment plus possibles. Avec les décalages horaires, avec l'avion, avec certains stress et dépressions, où tu te dis, bon, ben, maintenant, on joue dans la cour des grands. Tu vas rencontrer, je sais pas, maintenant, on est en train de négocier avec la Commission européenne une campagne pour mettre un truc dans l'espace. C'était plus en train de faire un truc pour Fruitella. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est pas méchant. Mais voilà, c'est différent, quoi. C'est plus, voilà. Je pense qu'il y a une tension particulière que moi, je ressens bien d'avoir un pied dans le côté je suis un influenceur et je suis créatif, et un pied dans le côté je fais du business. Et il y a un sens, après peut-être que c'est une illusion de ma part, mais il y a un sens où je me dis que ça serait plus simple de faire l'un ou l'autre. Tu vois. C'est plus simple de faire juste ton contenu et de ne pas t'emmerder avec tout le reste. Et c'est plus simple de faire juste du business. Parce que quand tu es un peu entre les deux, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as un business qui grossit avec de plus en plus de choses qui se passent, de plus en plus de monde. Mais comme à l'origine, c'était ta tête qui était dessus, tu ne peux pas t'en retirer complètement, en fait. Et tu peux, dans une certaine mesure, avoir des gens qui vont t'aider. Mais avoir quelqu'un qui t'aide, c'est différent d'avoir une personne qui le fait à ta place. Et tu peux pas... y a plein de trucs que tu peux pas déléguer à 100%. Soit parce que, littéralement, c'est ta tête qui doit être dessus. Soit parce que c'est ta vision et c'est un truc qui est trop personnel et qui est trop proche de toi. Enfin, moi, je connais des gens qui ont lancé des trucs, tu vois. Ils font des sites web, ils font de l'e-commerce, ils vendent des trucs ou des autres. Mais il n'y a pas cette idée que ton projet est un reflet de ton identité personnelle. Tu vois. Et à partir du moment où ton projet devient un reflet de ton identité personnelle, il y a des trucs que tu n'oses plus faire avec, il y a un certain contrôle que tu n'oses pas lâcher. Et il y a aussi, tu le prends beaucoup plus personnellement. Ce n'est pas juste un travail, ce n'est pas juste une manière de gagner de l'argent, c'est qui tu es et ce qui te représente. Et c'est l'identité aussi que tu vas avoir. C'est-à-dire que moi, tout le monde me connaît via Marketing Mania, tu vois, c'est indissociable. Alors que si je vendais une paire de chaussures, bon, il y a des gens qui me connaîtront comme le mec qui vend des chaussures, mais il y a aussi plein de gens qui me connaîtront juste comme un mec qu'ils peuvent connaître et t'es plus lu par ça. Et je pense que c'est une position particulièrement bizarre, et quand tu commences à évoluer ça, en fait, moi, je me sens aujourd'hui dans une intersection entre les deux, en gros. C'est-à-dire que tu ne peux pas à la fois continuer à faire un maximum de contenu et à la fois construire un maximum de business à côté, et qu'en gros, il va falloir faire un choix qui est soit l'un, soit l'autre. Et le plus étrange, c'est qu'évidemment, les deux se nourrissent. C'est-à-dire que ton business va avoir un levier énorme et va être facilité 1000 fois parce que tu as conscience en termes d'autorité personnelle. Ça, c'est indéniable. Mais à un certain point, c'est pas si facile que ça d'équilibrer les deux. Je pense notamment en termes de, tu vois, en termes personnels, je parle en termes psychologiques, en termes de charge de travail, en termes de ta capacité à pouvoir déléguer les choses. Moi, c'est un truc que j'ai pas mal remarqué. Et tu as aussi cette problématique de la diversification. C'est-à-dire que toi, tu es avant tout sur un levier d'Instagram. Moi, je suis avant tout sur un levier de YouTube. Ça veut dire que si un jour, ma chaîne YouTube, pour une raison X ou Y, se pète la gueule ou j'arrête de le faire, je me dis, bah tiens, il y a une pièce quand même centrale du truc qui vient de se casser la figure et qui dépend quasiment entièrement de moi. Et donc, du coup, la question ensuite, c'est comment est-ce que je fais pour faire levier, en gros, sur ce que j'ai aujourd'hui, et à quel moment est-ce que je commence à basculer mon influence personnelle vers un business qui ne dépend pas entièrement de moi. Et il y a un certain nombre de personnes qui ont réussi à le faire et qui ont réussi à… Enfin, tu penses, par exemple, à Kanye West et à sa marque de basket, tu vois. C'est un gars qui a compris le bon point de faire le levier sur la marque de basket qui dépend de lui, mais en même temps, c'est pas lui qui va fabriquer les baskets, c'est pas lui qui va vendre chaque basket. C'est un truc qui est beaucoup, beaucoup plus gros maintenant. C'est un truc qui est colossal en termes d'échelle. Et je pense que c'est un peu cet équilibrage parce que tu restes juste un mec qui fait, en l'occurrence de Kanye West, qui est un mec qui est une célébrité et qui fait de la musique et qui a une pression énorme psychologique de toujours faire le truc, et son album il doit toujours être mieux, et est-ce que son album il est mieux que celui qu'il a fait en 2008 ou pas, tu vois, toi, tu me disais horrible, le fait de toujours devoir faire une meilleure photo. Moi j'ai un peu ce truc aujourd'hui en fait où je regarde là je suis en train de travailler sur un projet où en gros j'étais en train de revoir mes anciennes vidéos, tu vois, et plein de vidéos je me dis tiens cette vidéo elle est bien, mais aujourd'hui je la ferai jamais parce qu'elle est pas assez ambitieuse. Aujourd'hui, si une vidéo, elle me prend pas 3 semaines, si c'est pas des recherches de ouf, si c'est pas 45 minutes, si c'est pas une analyse où je suis en train d'essayer d'exploser la tête des gens, je peux plus, tu vois. Et à l'époque, je faisais juste une vidéo, c'était regardez cette scène de Mad Men, elle est cool, je vais vous expliquer comment ça marche, tu vois. C'est des vidéos aujourd'hui.
Et en plus, ces vidéos, elles sont bien, tu vois. Je les revois et tout, et je me dis, tiens, ces vidéos, elles sont pas mal. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, je les ferai plus parce que je me suis mis à un niveau d'ambition dans mon contenu qui est tel qu'en fait, le truc, il a fait que monter, que monter, que monter. C'est Et ça, je me dis, ça peut pas durer, tu vois. Enfin, je pense que je c'est continuerai ça, toujours à le faire, mais je sais pas si dans 15 ans, je peux continuer à faire des encore meilleures vidéos et je peux continuer à c'est ça. baser l'ensemble de mon business, de mon revenu et de mon identité sur cette capacité à toujours faire mieux sur un truc que je peux difficilement Mais c'est déléguer. difficile de lâcher prise, hein. C'est Ouais, difficile de lâcher ouais, prise en disant, voilà, si je dois me renouveler, tu as une solution qui fonctionne. ouais. Et si tu pars trop tard, c'est mauvais. Si tu pars Mm, trop tôt, tu dis, bon, bah alors, j'ai pas encore exploité ouais. tout. Donc, c'est super compliqué, Mm. super compliqué. Mais je pense que ce que tu fais actuellement sur YouTube, c'est pas une mauvaise idée parce que ça te permet de repartir sur une nouvelle plateforme. Sur YouTube, tu peux pas Ouais. faire les mêmes photos que tu fais actuellement. Donc, de toute manière, tu es obligé Oh un non, peu bien de te sûr. réinventer. Ce Ah, qui te c'est donne complètement différent. ouais, ce qui donne l'occasion de te réinventer et potentiellement d'avoir plus d'aide. Donc moi actuellement, ce que je fais, et au moment où on se parle, c'est pas un truc qui est trop direct, mais je pense qu'au moment où l'épisode sera diffusé, les gens pourront le voir, que je vais commencer à faire plus de vidéos sur ma seconde chaîne. Et la raison pour laquelle je veux développer cette seconde chaîne, c'est parce que ma chaîne principale, il y a un tel niveau qui a été établi qu'en fait j'avais essayé très concrètement de déléguer l'écriture de certaines vidéos en me disant je vais avoir des gens qui m'aident pour l'écriture. Et en fait les gens me faisaient un script. Leur script il était plutôt pas mal, que j'avais pris des gens qui étaient vraiment talentueux. J'avais vu qu'ils avaient déjà fait des vidéos dans le même style sur leur chaîne, donc je savais qu'ils étaient capables de. Ils étaient capables de, leur script il était pas mal. Mais en fait j'arrivais, je me dis bah non mais c'est pas du style le loup, je vais le réécrire en entier. Je vais passer 2 semaines Ouais, à démonter, à déconstruire tout ce que tu as fait, à le réécrire. Donc, ouais, ça ça va. fonctionnait pas pour des raisons de. Et le pire, c'était, tu vois, que. On parle toujours d'avoir des process dans ton business. Donc, j'ai beaucoup de process. Moi, j'ai pas mal de gens qui travaillent avec moi. J'ai pas mal de process, tu vois. Bon, là, tu es arrivé sur le podcast. Il y a une personne qui a fait des recherches sur toi, qui m'a fait un document bien formaté, qui va ensuite récupérer l'épisode, faire le montage, le découper, le republier, etc. J'ai une équipe de très haut niveau. Donc, j'ai beaucoup de process, tu vois. Et là, je me trouvais sur un truc où je me dis, quel est le process qui t'explique la différence entre le script que tu m'as fourni, qui est un script de bonne qualité, et le script que moi j'ai fait, qui est un script de Stan Leloup. Et en fait, il n'y a pas de process qui te l'explique. Tu vois, c'est juste que j'ai lu le script C'est et ça, j'ai eu cette idée. Par exemple, bah, je vais donner un exemple concret. C'est c'est ça. la vidéo que j'ai faite sur Fortnite. C'est une de ces vidéos qui avait été. J'avais travaillé avec quelqu'un d'autre qui m'avait beaucoup aidé sur les recherches, etc., qui avait écrit un script. Mais en fait, en voyant le truc, je me dis, tiens, il manque, tu vois. Il manque en fait un espèce d'arc narratif à cette vidéo. T'as pas C'est juste une vidéo qui parle de. C'est juste une vidéo qui parle des concepts de Fortnite. Il manque un arc narratif. Mais comment est-ce que tu trouves cet arc narratif? J'ai été revoir l'histoire de la boîte, l'histoire de Epic Games qui a créé Fortnite, etc. Et d'où est-ce qu'ils sont partis. Et j'ai découvert vraiment que leur histoire est vraiment intéressante et du coup, tu avais un truc qui était comment est-ce que Fortnite est le futur non seulement du jeu vidéo, mais en fait, c'est le futur d'Internet, grosso modo. C'est un concept, c'est le métaverse, etc. Et ça fonctionnait parce que tu avais tout cet arc narratif. Mais le mec qui avait créé la vidéo à l'origine, comment est-ce que je peux lui expliquer comment est-ce que cette idée elle vient? Tu vois, cette idée elle vient de nulle part. Cette idée elle vient Ouais, de. J'ai creusé son truc, j'ai pris toutes les recherches que lui m'avait fait, j'ai revu ce qu'il avait fait, j'ai été creusé dans l'histoire de la boîte, j'ai suivi ma curiosité. Et tout d'un coup, bim badaboum, tu vois, un truc s'est construit. Mais du coup, sur la chaîne principale, ça, j'arrivais pas à le faire. Et aujourd'hui, j'ai décidé que sur la chaîne principale, enfin, ça fait des années que j'ai décidé ça parce que pendant très longtemps, j'ai couru euh, après la fréquence de publication. Et en fait, ouais, plus je courais après la fréquence de publication et plus j'essayais de publier de vidéos, moi j'en publiais parce que mes vidéos faisaient que devenir ouais, de plus en plus ambitieuses. Mais au final, en tout cas pour moi sur YouTube, j'ai la chance de ne pas vraiment dépendre de cette fréquence et de pouvoir tourner avec relativement peu de vidéos, donc c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, je ne peux pas avoir un business où la production de contenu, au fil du temps, devient de plus en plus rare et de plus en plus qualitatif en ensemble, mais de plus en plus rare. Et il faut que je trouve un moyen que les autres gens puissent m'aider. Et c'est pour ça que j'essaye de réinventer un peu mes formats. C'est pour ça que je fais la chaîne secondaire. C'est pour ça aussi que je fais le podcast où on le découpe. Tu vois, c'est en gros, c'est très compliqué de lâcher la prise sur le truc qui t'a fait exploser et le truc qui t'a amené là où c'est tu es ça, aujourd'hui. C'est c'est ça. quasiment impossible parce que tu sais pas comment expliquer aux gens le niveau de qualité que tu veux. Tu as peur de tuer ta pousse aux œufs d'or en étant trop cupide, tu vois, en disant ah, il m'en faut plus, il faut que je grossisse, etc. Tu vois, donc tu as peur d'être trop ambitieux au final, de tuer ce qui a marché et de tourner en le dos. Tu vois, on connaît un peu tous ces gens qui sont devenus, là, le groupe de musique qui est devenu trop commercial ou le créateur de Ouais, contenu qui faisait du super contenu au départ et finalement maintenant ce qu'il fait c'est plus aussi terrible, il a ça perdu se cette vendre, magie, ouais, tu vois. Et ça, tu ouais, flippes. Et donc, du coup, le fait de te dire, moi, je veux me lancer sur une nouvelle plateforme, je vais lancer une nouvelle chaîne, je vais avoir un nouveau concept. Là, c'est la permission de te dire, je vais faire rentrer des gens. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle les gens ne savent
mais ne sont pas capables nécessairement d'écrire les vidéos sur ma chaîne principale. C'est pas qu'ils sont pas aussi bons, c'est pas parce qu'ils sont pas aussi talentueux, c'est parce qu'ils sont aussi intelligents, c'est juste qu'ils sont pas moi. Mais donc du coup, si tu reconstruis quelque chose de nouveau, tu reconstruis une nouvelle chaîne, là tu as l'opportunité de te dire, je vais faire entrer des gens, je vais les faire collaborer, je vais faire quelque chose qui est un petit peu différent. Où moi je serai toujours impliqué, tu vois, mais où quelqu'un d'autre peut apporter cette impulsion, ce qui veut dire que ça sera moins dépendant de moi. Et je ne sais pas exactement si c'est ce que tu fais actuellement sur YouTube, mais moi c'est actuellement ce que je fais dans cette dichotomie de me dire, je suis vraiment à mi-chemin entre le côté business et le côté créatif, et une des manières dont je vais m'en sortir, c'est en fait de préserver entièrement, quasiment sous une cloche de verre, ce côté créatif que moi j'avais et que je faisais tout seul, et je pourrais toujours y revenir et je pourrais toujours l'avoir, il ne sera jamais détruit, il ne sera jamais mis en danger. Et ça restera pour moi un truc, parce que moi j'ai encore envie de faire de la créativité, tu vois, ça me restera un truc où quand j'ai une idée et j'ai envie de passer 3 semaines comme un dingo à étudier tout ce qu'a fait Tai Lopez dans sa vie pour faire une vidéo de 45 minutes, un documentaire. Elle était très cool d'ailleurs, Tai Lopez. Ouais, Elle était mais très, tu vois, très cool, félicitations. mais cette vidéo, c'est comment est-ce que j'aurais pu dire à quelqu'un d'autre de la faire, tu vois, enfin, c'est genre, à un moment donné, ça devient, c'est pas possible. Et tu vois, à un moment donné, moi, je vais me mettre à faire des documentaires mais je sais, enfin, les gens rigolent avec moi, tu vois, après avoir vu cette vidéo Tai Lopez, ils me disent, tu vas faire un documentaire de 1h30, mais c'est même pas une blague, c'est-à-dire que bientôt j'y serai, tu vas faire des documentaires de 1h30 où je ferai, et ça, j'ai envie de continuer à pouvoir le faire, mais c'est difficile aussi d'un autre côté d'avoir une équipe de nous on est actuellement on est 6 à full time, on est 6 à full time plus des gens qui sont en freelance, mais 6 personnes à plein temps qui dépendent de ma créativité personnelle et de mon idée que demain je vais aller faire un documentaire sur tel ou tel mec, tu vois. Et donc le fait de dire ok, on va aussi construire des nouvelles choses, on va faire des trucs qui sont à côté, on va faire des trucs qui dépendent pas de moi. Je pense que de ce domaine-là, ton agence, tu vois, c'est un assez bon levier parce que naturellement, l'agence, tu vois, tu peux avoir des gens qui sont project managers. De toute manière, si l'agence, tu veux la développer, tu as besoin d'avoir d'autres personnes qui puissent avoir un impact dessus. Et ça te permet de te sortir un petit peu de ce niveau de pression, de dire je porte tout le monde sur mes épaules. Et ça te permet, toi, de protéger ce truc créatif. En disant ce truc créatif, je n'ai pas besoin de le pomper à fond et de faire un maximum avec. Parce que je peux le préserver un petit peu comme étant un truc créatif et je peux monter le business, tu vois, à côté. Même s'il y aura toujours une tension entre les deux, moi, je suis vraiment en plein dedans actuellement. Tu vois, j'ai vraiment encore, en gros, un pied dans l'un et un pied dans l'autre, avec l'impression que je suis étiré dans les deux et qu'il va falloir prendre une décision. Et je pense que la décision de laquelle moi je gravite, c'est de me dire je veux préserver ce truc créatif, mais sans mettre trop de pression dessus et je vais mettre la pression sur le truc business. Après, ça, c'est vraiment un choix personnel. Tu vois, c'est un choix à un moment donné où tu te dis qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est difficile. Hein. Je me sens très connecté justement parce que quand tu rencontres des créateurs de contenu, c'est très compliqué de discuter de ça avec mes amis, par exemple. Il y en a qui ont beaucoup d'expérience et qui sont des entrepreneurs hors pair, mais c'est compliqué parce que, comme tu dis, il y a cette dimension personnelle et puis il y a la partie créative que d'autres personnes n'expérimentent pas. Donc, c'est très compliqué de trouver l'équilibre. Voilà. Parce que moi, quand je parlais de ça à des gens, tu vois, des entrepreneurs un peu plus... Enfin, pas des gens traditionnels, tu vois, des gens qui sont sur le web, etc., mais qui ne sont pas là-dedans. En fait, les gens ont une réponse facile. Ils me disent, mais tiens, hein, t'as qu'à recruter 12 personnes, dis à ce mec de faire ci, à ce mec de faire ça. Et boum, tu vois, tu les scales, voilà, c'est facile. Moi, je vois ça, je me dis, mais si je veux que le truc, il garde un petit peu l'esprit Marketing Mania, faut que j'y passe un temps fou à superviser ces gens. Enfin, tu vois, ça va pas être... Je ne vais pas juste recruter quelqu'un et lui dire, vas-y, fais ça. Exactement. Mais effectivement, les gens n'ont pas ça. Et en fait, finalement, quand je vois ce qu'eux, ils font, je me dis, en un sens, ils sont presque plus... ils sont plus libres d'expérimenter. Ils ont moins cette... je pense qu'ils sont moins l'impression que leur business, c'est leur identité. Et finalement, s'ils expérimentent un truc et que c'est pas top, et ils l'arrêtent, et tu vois, c'est pas grave. Alors que moi, si je fais des vidéos, et si je fais 5 vidéos et qu'elles sont pas terribles, et je l'arrête, ça me fait mal, tu vois. Au-delà simplement du fait d'avoir dépensé de l'argent dans quelqu'un. Bon, cet investissement, il peut être largement justifié. Mais le fait de me dire, tiens, finalement, j'ai fait des trucs qui sont pas top et j'ai dilué un peu la qualité de ce que je faisais, je peux pas vraiment revenir en arrière, tu vois. Et tout d'un coup, tu deviens protecteur. Et en un sens, tu peux devenir, enfin, en tout cas, moi, pendant un moment, je suis devenu excessivement averse au risque, tu vois, d'être très protecteur et de pas tester autant de choses que j'aurais pu le faire par erreur, parce que je me suis dit, tiens, il faut que je protège. Alors qu'aujourd'hui, j'ai compris
il y a quand même des silos que je peux mettre, il y a des trucs que je peux tester un petit peu à l'extérieur, et surtout que si ce risque tu le prends jamais, tu te retrouves, la question c'est, tu vois, aujourd'hui moi je suis content de faire ce que je fais, mais la question c'est, est-ce que dans 10 ans tu as envie d'être exactement à faire ce que tu fais, même avec plus de followers, tu vois, c'est exactement les mêmes tâches et de faire les mêmes choses, et tu te dis ben non, c'est un peu risqué, tu vois, si dans 10 ans j'ai pas autant d'idées, j'ai pas autant envie de le faire, j'ai pas autant d'énergie, j'ai envie de faire autre chose, tu vois, par exemple toi si à un moment donné tu n'as plus envie de voyager autant, il faut que tu te dises Qu'est-ce comment que est-ce je que peux je faire? construis le business pour qu'il rebondisse, tu vois. Et si tu as un système où, en final, tu es la personne qui met les relations en gens et qui drive et qui mentor des personnes, le modèle un peu que tu avais dit est vraiment intéressant, presque comme un agent hollywoodien ou comme un manager, enfin, en fait, un modèle de Mhm. gestion de talent. Ça, c'est un truc qui peut fonctionner à l'infini, tu vois. C'est comme être, C'est ça. enfin, Moi, investir dans d'autres personnes. j'ai trouvé moi, j'ai trouvé la manière dont faire une sélection par rapport à ce sur quoi je porte mon attention. Mhm. C'est difficile, mais c'est la meilleure manière, c'est de me baser sur la mission. Donc, la Ok. mission, je le dis en anglais, après, je vais essayer de le traduire. Donc, c'est to create a community with a daring and caring mindset. Donc, c'est créer une communauté avec un esprit, si on traduit comme ça, de oser et prendre, enfin, et faire attention à Mhm. dans le sens global du terme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que sur Instagram, bah là, c'est facile, on le voit directement. Je crée une communauté où je pousse les valeurs qui sont importantes selon moi. Ouais. Ensuite, pareil avec YouTube. Si jamais, même ce qu'on est en train de faire en ce moment, j'essaye de pousser ma philosophie en disant, tiens, Ouais. voilà, ça, c'est ce que j'essaye de faire et je le fais pareil. Les vêtements, si tu portes des vêtements qui sont mom and fine, je le dis déjà, j'en vois pas, il y en a plus, mais quand tu le portes, tu fais partie de cette communauté et symboliquement, donc il y a déjà le message dessus avec Caring, mais aussi les vêtements sont organiques, fair trade, etc. Donc tous les aspects, même les conférences, lorsque je partage ce message, toujours dans le but de créer cet esprit, cette communauté. Donc je me suis dit, maintenant, qu'est-ce qui est de toutes ces actions, tous Mhm. ces projets se rapproche le plus de cette mission. Et comme ça, bah, je dis, OK, bah, c'est triste, mais je dois enlever ça pour pouvoir arriver à ça. Ouais. Et c'est comme ça que je fais, mais c'est tellement compliqué. Et donc là, Mhm. maintenant, le problème, c'est que je me dis, avec mon Mom Fine, je vais être limité à ceci, ce qui est génial. J'ai eu beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer. Il y a eu des centaines de millions de vues sur tout ce qui a été produit par rapport à Mom Fine. Mais d'un autre côté, il y a maintenant, je sens que on arrive au plateau, on arrive au moment où c'est difficile de. Après l'espace, tu fais quoi? Enfin, Ouais. objectivement, j'ai même peur de réussir parce que je me dis, là, je peux entretenir les gens en disant, voilà, il y a ça, il y a ça. Comme Ouais. l'école, par exemple, on est en train de faire une école faite à partir de plastique recyclé pour les enfants défavorisés au Mexique. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de marque derrière et juste le gouvernement et pas de gouvernement, juste les followers qui on s'entraide pour pouvoir créer cette école. Mais une fois que tu réussis, moi, je me suis senti horrible. Donc, j'ai gagné un prix il y a 1 an et demi d'influenceur, c'est un peu particulier, le mot est bizarre, mais influenceur de l'année dans une cérémonie incroyable à Monaco. Et je me suis senti mal après. C'est horrible, mais je me suis dit, c'est le moment de joie, etc., etc. Mhm. Mais je me suis senti un peu comme si le coyote avait attrapé Bip Bip. Ouais. Tu vois, une fois que tu as atteint ton Mhm. objectif, tu perds ton sens. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je fais quoi maintenant? Imagine, il le mange, il est content, mais maintenant, il va plus courir après. Sa vie n'a plus de sens. Et là, quand tu as réussi ça avec Moment Fine, tu dis, ok, j'ai été beaucoup plus loin que tout ce que j'aurais pu imaginer dans mes rêves les plus fous. Maintenant, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que je me suis raccroché à cette mission. J'ai eu un moment Mhm. qui était difficile après où je me disais, mais Ouais. parfois, je poste pas pendant 1 mois, 2 mois, et je m'en fous complètement. Là, maintenant, de juin à septembre, je n'avais pas posté. Et je me dis, j'ai envie de le faire quand ça me chante. Et j'ai envie de penser juste à cette mission. Et parce que cette mission, au final, tu vas jamais l'atteindre. C'est quoi créer Mhm. une communauté? Tu l'as déjà fait. Donc, jusqu'à quel point est-ce que tu peux l'étendre? Donc là, c'est la vision qui vient, mais c'est toujours à 10, 15 ans. Et là, ça va, tu as le temps de le voir venir. Donc, Mhm. voilà. Je pense qu'il y a un vrai danger, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais quand tu es sur les réseaux sociaux, tu deviens omnibulé assez facilement par les chiffres. Moi, ça, je l'ai Mhm. vraiment vécu au début de ma chaîne et c'est vraiment un truc dont j'ai eu du mal à me détacher. Surtout parce que dès que tu fais du business en ligne, les chiffres, il y en a 1 milliard. Enfin, tu peux regarder, tu passes ta journée à checker tous tes stats, tes trucs, ton YouTube, tes ventes, tes machins. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai encore un peu de mal aujourd'hui, c'est fixer des objectifs. Parce que tu as besoin d'avoir des objectifs. Tu ne veux pas te dire, bah, je vais juste faire des trucs et je sais pas. Tu vois, si tu sais pas où tu vas, tu peux pas être motivé. Fixer des objectifs qui sont pas uniquement basés sur les chiffres. Effectivement, parce que quand tu les atteins, moi, ce moment que tu as vécu, moi, je l'ai vécu assez jeune parce que j'ai fait prépa pour entrer en école de commerce. Tu vois, donc tu passes 2 ans avec un objectif qui t'obnubile. Et du jour au lendemain,
c'est fini, tu vois. Enfin, genre, du jour au lendemain, tout ton objectif, il disparaît parce qu'on dit, bah voilà, c'est bon, t'es entré dans telle école. Tu vois. Et là, du coup, tu passes l'été le plus bizarre de ta vie où t'es censé être trop heureux, trop libre et tout. Mais en fait, tu te dis, je sais même pas quoi faire de ma vie parce que j'ai passé 2 ans à bosser tout le temps et tout ce que j'avais à faire, c'était bosser. Et d'un coup, t'as plus rien à faire parce que tu vois, t'as genre 3 mois avant de rentrer dans tes cours et t'as plus tout rien à faire et tu sais même plus quoi faire de toi, tu vois. Et tout ce que tu fais, finalement, tu te dis, ben, je perds un peu mon temps parce que tu as été conditionné à te dire, il faut toujours être sur tes bouquins ou sinon tu perds ton temps. Et du coup, c'est vrai que ce côté de fixer beaucoup d'objectifs au niveau des chiffres et au niveau de la croissance, c'est un peu un piège, surtout sur les sociaux, parce que soit tu les atteins pas et tu es frustré, tu es dans la comparaison et tu es dans la jalousie, soit tu finis par les atteindre et finalement, c'est pas vraiment si satisfaisant que ça. C'est-à-dire que les 100 000 abonnés sur YouTube, on te donne une petite plaque, mais c'est à peu près tout. Et finalement, ça change pas ta vie, quoi. En tout cas, pas autant que tu pourrais l'imaginer. Ah, désolé, je mets juste, j'ai pas envie que ça coupe, donc je mets pas à charger. Mais ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Attends, je vais mettre ça comme ça, tu vois mieux au niveau luminosité. Voilà. Non, c'est exactement ça. C'est horrible parce que j'ai vraiment compris. On me disait toujours, voilà, le bonheur, c'est pas une destination, c'est le chemin. Et je le comprenais pas. Vraiment, je me disais, mais qu'est-ce qu'on me raconte? Ouais. Moi, est-ce que quand tu gagnes la Coupe du Monde, est-ce que t'es pas content? Enfin, Ouais. ça a pas de sens. Et en fait, au final, c'est de nouveau, c'est une fois que j'ai tellement de respect pour des gens comme, pour dire quelque chose, Ronaldo, Messi ou n'importe qui a vraiment réussi, de se dire, ou Michael Jordan avec le nouveau Mm. documentaire, qui est resté constant. C'est-à-dire, il a gagné et ça le motivait encore de regagner la même chose. Mm. Et tu te dis, les plus beaux rêves sont ceux qui te font encore rêver une fois que c'est accompli, en fait. Mm. Et moi, j'ai eu le problème où je me disais, ça a été mieux. Et maintenant, je suis trop content, j'aime encore mon fine, j'aime les valeurs, etc. Mais ça me fait plus vibrer comme au début, quand je regardais mon téléphone et je Ouais. voyais ce que ma mère disait ou mes amis disaient. Et moi, j'avais parfois la fille en question que j'appréciais, quand elle mettait un commentaire, moi, je devenais tout fou. Et au final, maintenant, le niveau pour te satisfaire. Si tu n'as pas un contrôle et tu ne Mm. comprends pas comment fonctionne un cerveau, tu peux vite te perdre en fait, et être malheureux. Et c'est un paradoxe en fait. Tu arrives à voir quelque chose et en fait ça te rend Ouais. malheureux. Ouais. Donc, Euh, et la raison pour laquelle je voulais qu'on rentre dans ce sujet, c'est pour vraiment mettre en contexte cette question de la vision et de la mission. Parce que moi, le premier, parfois, tu vois les gens te parler de leur vision et de leur mission et tu te dis, ouais, ok, super, tu vois, ça veut rien dire, on est tous là pour réussir. Mais en fait, pas vraiment parce que tu réalises que euh, pour pouvoir faire ce que tu fais, c'est-à-dire créer du contenu et inspirer les gens, il faut que toi-même tu aies un niveau de motivation et de passion dans ce que tu fais. Et tu découvres que les chiffres et juste la croissance et juste la réussite et la célébrité ou tout ce que tu veux t'amène pas jusqu'au bout en termes de motivation en fait. Et à un moment c'est donné, il ça. faut que tu rentres dans un jeu. Donc il y a un bouquin qui s'appelle Finite Game, Infinite Game, donc les jeux infinis versus les jeux qui se Ah, c'est terminent. Simon Sinek. Il y a aussi un bouquin de Simon Sinek, le premier, enfin l'expression prédate, mais effectivement il y a aussi un Simon Sinek qui est basé là-dessus, que j'ai pas lu du coup, c'est pour ça que je me raccrochais Mhm. pas nécessairement à celui-ci, mais il faut que tu te trouves un jeu infini en fait. Et le jeu infini, ça doit être un truc qui se finira pas, ça doit être quelque chose qui est du coup plus vague. Et c'est là où peut-être des gens comme bah, toi, tu as aussi commencé comme ça, puisque tu parles d'avoir commencé avec des objectifs SMART. Moi, mon audience, ça va aussi être des gens qui sont assez carrés dans leur manière de penser, dans leur manière de réfléchir. Et donc, du coup, ça peut sembler abstrait ou même au pire euh, fumeux, tu vois, ces histoires de vision. Mais moi, j'y suis arrivé aussi par cette manière-là, qui est de se dire, il faut que tu comprennes en fait ce que tu construis. Et ce que tu construis, ça ne peut pas être juste la prochaine étape, parce qu'une fois que tu as passé 4 ou 5 étapes et qu'à chaque fois, tout ce que tu as gagné, c'est une étape 3 crans plus loin, ton cerveau commence à comprendre que finalement, va dire, là, j'ai compris la douille, quoi. À chaque fois que je marque un Ça va, t'as but, bien. tu déplaces le truc à 50 km et c'est toujours la même et ça se finit jamais, tu vois. Et tu comprends que, C'est ok, même exactement si ça. aujourd'hui tu as 1 million de followers, tu vas dire, bah, ok, comment je fais pour atteindre 2 millions ou 10 millions, tu vois. Enfin, c'est vraiment un truc C'est qui est ça. infini. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose dans la mesure où c'est ce qui permet aux gens d'accomplir des choses et de continuer à travailler. Mais il faut aussi que tu puisses trouver ta satisfaction autre part, sinon tu ne tiens pas la route. Et moi, je suis arrivé sur des trucs en me disant, est-ce qu'il vaut mieux que je travaille 5 ans comme un bourrin et que je fasse le maximum pour faire et puis après j'aurai terminé, ou est-ce que en fait ça serait beaucoup plus malin de trouver un moyen de tenir 20 ans
et de bosser pendant 20 ans et de faire des trucs intéressants pendant 20 ans. Et au final, je serais beaucoup mieux loti, tu vois, qu'essayer de faire tout le plus vite possible et gagner le plus possible pour économiser, etc. Finalement, tu n'es pas forcément mieux loti. Et il vaut mieux passer 15 ans à t'amuser qu'à 5 ans à gratter comme un malade en espérant qu'au final, tu seras heureux. Tu vois, parce que moi, je l'ai fait, le Il y a truc un de livre gratter comme là-dessus, un hein. malade. Ouais. Qui Il y a un s'appelle? livre là-dessus de Tal Ben-Shahar. Ouais. J'ai oublié le nom exact. Alors, il y a un nom de Tal Ben-Shahar. C'est une personne qui explique c'est sur le bonheur. J'ai oublié. Je crois que c'est Happiness. Je crois que c'est simplement Happiness. C'est un professeur qui donnait des cours sur le bonheur à Harvard, qui est un des cours les plus suivis. Uh, yeah, you sure? Thank you, thank you. Excuse-moi. Vas-y. Voilà. Voilà. Désolé, avec les moyens du bord, vu que je suis à l'autre bout du monde. Euh, donc, Tal Ben-Shahar, en gros, était un des professeurs qui donnait des cours à Harvard. Et il donnait des cours sur le bonheur. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ça n'a pas été, pourquoi on n'en donne pas tout simplement aux jeunes, parce que je trouve que c'est tellement important de comprendre ce que c'est que trouver pourquoi, enfin, avoir une essence. Ça va être un autre débat. Mais au final, dans son livre, il divise les gens, donc les activités en quatre choses, et il appelle ça de burger theory, si je me rappelle bien. Donc, il explique c'est comme manger un hamburger. C'est si tu manges un hamburger, tu peux avoir un hamburger qui est genre vegan, healthy, etc., mais qui est pas bon, enfin, qui a pas beaucoup de goût. Tu peux en avoir un qui est plein de gras, plein de sauce, qui est délicieux, mais qui est pas bon d'un point de vue santé. Tu peux en avoir un qui est ni bon dans un mauvais restaurant d'un point de vue santé, ni bon d'un point de vue goût. Et puis tu peux en avoir un qui est les deux. Et il explique que chaque personne se met dans un certain mood. Donc, par exemple, je me rappelle pas de tout, mais par exemple, le burger qui est bon, genre pour ton corps, mais pas bon au niveau goût, c'est ce qu'on appelle des rat race. C'est des personnes qui vont étudier énormément et sacrifier leur présent pendant énormément de temps pour qu'à l'avenir, ils aient des bénéfices qui soient plus importants. Et il explique où est-ce qu'il faut se situer et comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir jouer son bonheur. Parce que si tu es tout le temps en rat race, tu vis jamais dans le présent, donc tu n'es jamais heureux. Si tu vis tout le temps, donc tu es hédoniste, tu manges que du moment, à l'avenir, tu vas avoir des problèmes. Et donc, c'est comment te situer là-dessus et quelles sont les actions que tu peux faire. Et il explique ça par rapport au bonheur, c'est intéressant. Il donne des conférences d'ailleurs qui sont online, qui sont assez cool. Tal Ben-Shahar. Et voilà. Ah, c'est une bonne note pour arriver sur la fin de l'épisode, parce qu'il y a 3 questions que je pose à tout le monde avant de terminer. Et la première question, c'est Okay. est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Oui, il y en a. En fait, je peux en citer plusieurs, parce que je Tu sais peux en pas, citer en autant que tu allant veux, assez ouais. vite. Ouais. Ok. Donc, il y a un livre que je trouve que tout le monde devrait lire, mais ça n'a rien à voir avec du marketing. Ouais. Mais pour moi, ça a été, j'ai trouvé tellement incroyable. C'est Sapiens. Ouais. Maintenant, c'est un classique de chez classique, mais pour moi, je l'ai lu et je me suis dit, waouh, quel résumé de la vie tellement incroyable. J'ai trop aimé. Sur l'humanité en général, j'ai trouvé ça fascinant. Bon, il en a fait plein d'autres. Hein. C'est Harari. Ensuite, il y en a un autre qui m'a fasciné aussi, qui m'a toujours perturbé d'ailleurs, qui a rien à voir, c'est plus de la philo, on va dire, et de la science. C'est entre le libre arbitre et le déterminisme. Donc, en gros, il y a un livre des frères Bogdanov qui s'appelle La fin du hasard et qui t'explique que, enfin voilà, je n'ai pas envie de révéler, mais en fait, c'est comprendre la bataille entre est-ce qu'on a le libre arbitre ou Ouais. alors est-ce que tout est prédéterminé. Et moi, je me suis toujours posé la question, tiens, est-ce que je suis en train de faire ça parce que je le veux ou est-ce que juste, voilà, c'est juste de suivre des éléments ou un cours et qu'en fait, si on se rend compte, c'était écrit, quoi. Voilà. J'ai beaucoup apprécié ce livre. Je trouve qu'il était, ça m'a ouvert les choses, enfin, les yeux sur pas mal de trucs. Et puis, si je devais en dire encore un autre, peut-être un au niveau marketing, je suis en train de réfléchir. Brian Holiday, à chaque fois que j'entends tes podcasts, je sais qu'il est toujours là, donc j'ai invité Ryan Holiday. Ouais, ça va me revenir. Il y aura probablement un autre qui va revenir. Mais ces deux livres-là, je les trouve assez cool. Hein. Top. Ah non, je sais, non, il y en a un qui est cool. Ouais. S'il y a des créateurs de contenu, il y en a un qui est un classique de chez classique. En tout cas, les gens l'utilisent pour le film et pour les livres, mais jamais pour YouTube, par exemple. Ouais. Et je trouve que ça devrait être dans YouTube. C'est l'anatomie du scénario de John Truby. En gros, c'est quelqu'un, donc il y a différentes écoles de comment écrire, comment raconter une histoire. Et en fait,
si tu lis Sapiens, tu sais qu'on est des personnes qui sont super sensibles aux histoires et à ce qu'on te raconte. Eh ben, il y a un art pour pouvoir les raconter et comment avoir l'attention des gens. Et en fait, mon boulot, c'est vendre de l'attention. Là, ce que je fais, c'est juste ça. C'est comme tout le monde, comme la télé, comme la radio, comme n'importe quoi, on vend de l'attention. Donc voilà. John Truby, l'anatomie des scénarios. Voilà. Top. Je conseille pas mal aussi aux gens Save the Cat, je sais pas si tu l'as lu. Ah oui, avec oui, je sais lequel c'est. Donc justement où le chien meurt au début ou le chat au début, alors comme ça t'as quelque chose après. C'est celui-là. Save the Cat. Mais là où il est très bon, Save the Cat, c'est que pour le coup c'est un bouquin qui est très axé sur si tu es un scénariste, comment est-ce que tu vas vendre un scénario. Et ce qui est très bien chez lui, c'est tout le travail sur ce qu'il appelle le high concept, c'est-à-dire il faut que tu aies une idée où tu puisses la décrire en une phrase et les gens se disent ah tiens j'ai envie de voir ce film, tu vois. C'est genre Die Hard, c'est un mec qui est dans une tour coincé avec des terroristes, il est tout seul, il faut qu'il tue tout le monde, tu vois. Et du coup, c'est ce truc de dire comment est-ce que tu peux trouver un concept qui est tellement fort, qui peut être expliqué en une phrase, et après qui peut être étendu en un poster, étendu en un trailer, étendu en un film entier, mais que tu n'as pas besoin de voir le film entier. Parce que si tu as besoin de voir le film entier pour comprendre pourquoi c'est bien, bah du coup, tu vas jamais le voir parce qu'on ne t'a jamais expliqué pourquoi c'est bien avant de l'avoir vu, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment... Mais moi, je suis devenu un esthète de la miniature YouTube. Quand tu fais une vidéo, tu vois, mais sur mes vidéos longues, etc., comment est-ce que tu peux résumer ça en une phrase? Comment est-ce que tu as un angle qui t'accroche? Et je trouve que Save the Cat est très bien là-dessus pour t'expliquer aussi l'arc narratif et pour t'expliquer comment est-ce que tu vas en faire une phrase, comment est-ce que tu vas le pitcher. Et lui, il est vraiment focalisé aussi sur cette idée de comment est-ce que tu vas vendre ton scénario, en l'occurrence à des téléspectateurs, mais aussi aux gens qui sont des movie exécutifs et qui vont en fait financer, tu vois, le projet. Et donc, on travaille sur un film là maintenant, justement, donc d'ailleurs, le film est aussi documentaire? Non, alors donc j'ai signé une NDA, donc je peux pas trop en parler, mais en gros il y a eu pour faire simple, donc il y a quelqu'un des États-Unis qui vient en Belgique maintenant pour pendant plusieurs mois écrire mon histoire, mais la partie avant Mom I'm Fine. Et la partie avant, bon là, je te promets, on est reparti pendant des heures. Pour faire simple, j'ai eu plein d'événements dans ma vie qui ont été très bas et très hauts. Donc, si je dois résumer comme ça, c'est pas juste des paroles en l'air. Donc, j'étais nageur quand j'étais très jeune, et puis je suis passé d'un niveau très mauvais à 3e de Belgique. Et puis, j'ai eu un problème à l'épaule, donc j'ai eu un coup de couteau à l'épaule, ce qui a fait que tout a arrêté. Puis de là, j'ai rebondi, donc j'ai commencé la mode, et puis je passais un concours, un deuxième, puis je suis passé à Best Model of the World, où je rentre dans une agence incroyable à New York, etc., et je vis là-bas. J'ai un ami qui se suicide face à moi. Et puis après, dernière chose, je fais du poker. Je commence petit à petit. Et puis au final, on me sponsorise, ils perdent la licence et des jeunes viennent chez moi avec des armes et me prennent tout en fait. Et donc, ils veulent faire un livre sur pourquoi Mom I'm Fine. Voilà. J'espère que je n'ai pas spoilé trop le film. Du coup, ça va être de la fiction. Il y aura un acteur qui va le jouer ou ça sera un documentaire? Justement, c'est ça. Il y a un acteur qui va jouer. Ah, et non, c'est dingue parce que la personne, donc, quand j'ai vu son IMDb, j'étais un peu choqué de voir la manière dont ça se passe. Et le but, c'est que ce soit un Netflix Originals, donc c'est assez fou si jamais ça se passe. Voilà, c'est la première fois que j'en parle, je sais qu'il n'y a pas trop de monde, donc c'est pour ça que j'aime bien ta scène secondaire parce que c'est un peu plus privé, mais ouais, voilà, c'est le. Donc, si jamais ça se fait, John du futur, si tu regardes ça. Nice. Donc voilà. Et là, donc là maintenant, justement, le Dear Future Me, donc là sur la chaîne, c'est Jonathan Kuben, j'ai plus mis Mom I'm Fine, donc pour YouTube, et c'est là-dessus que je vais focaliser toute mon énergie et je vais essayer de raconter, si jamais ça marche, comment j'ai fait un film. Et sans expérience aux États-Unis, donc voilà. Et donc Save the Cat, je suis trop impatient de le lire. Merci pour la recommandation. La deuxième question, voilà, on est parti loin sur cette question sur le livre. La deuxième question qui revient toujours pour terminer le podcast, c'est si tu pouvais revenir en arrière et voir toi-même quand tu avais 20 ans, quel conseil est-ce que ce mec-là il avait besoin d'entendre? C'est trop fou parce que là, c'est l'inverse de ce que je fais d'habitude. Ouais. Moi, je parle au futur, là maintenant, je parle au passé. Donc, tu peux répéter la question. Donc, qu'est-ce que je dirais à celui qui a 20 ans? Ouais, en fait, la question, je veux te dire, la question d'origine, c'est si tu pouvais revenir en arrière, donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Et j'ai une formulation qui est maintenant un peu plus alambiquée parce que sinon les gens me disent, bah non, moi j'ai rien envie de changer, etc. En fait, la question c'est plus, si une personne, tu vois, se reconnaît dans toi, mais genre plus jeune, qu'est-ce que cette personne a besoin d'entendre, tu vois? Qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi les leçons que tu as appris
entre les deux et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que tu as découvert que tu ne comprenais pas à l'époque? Alors, je me sens un peu mal à l'aise de répondre à cette question pour plusieurs raisons. La première, c'est que je crois vraiment très fort au message que je vais partager, mais le problème, c'est que ça fait très motivational speech, Ouais, tu vois. Et ça me met mal à l'aise, mais ouais, je ne sais pas comment le formuler d'une autre manière. Et ouais. donc, voilà, je vais essayer de le faire. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, j'avais vu ce que tu avais fait avec David Laroche. Et moi, Ouais. je l'avais vu au tout début et je n'étais pas fan du tout. Et j'ai entendu ton podcast, je me dis, bon, allez, je vais donner une chance. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié la conversation que vous avez eue. Je dis, ça a changé ma manière de voir Ouais. David Laroche. D'ailleurs, je vais le rencontrer probablement. Il était nominé au truc que j'avais dit. Là, je dois remettre les prix. Donc, à mon avis, je vais le rencontrer là. Ok. Donc pour le conseil, revenir au conseil, justement le film dont je parle, ça traite de ça. C'est de dire que pour moi, et c'est pour ça que je parlais du film, du livre avec le déterminisme ou le free will, donc la volonté, la plus grande force que j'ai eue, c'était la volonté. Et si je peux, et juste une chose, c'est de dire, je crois fondamentalement que c'est possible. Et beaucoup de gens se limitent eux-mêmes. Et je le pense vraiment, c'est qu'ils se disent, non, mais ça, c'est pour les autres, ou c'est pas pour ça. Et je l'entends tellement de fois où ils ne se donnent même pas la possibilité d'essayer. Et quand ils essayent, dès qu'il y a un obstacle, ils s'arrêtent. Et, et je trouve ça, en fait, tellement fou de me dire que c'est possible qu'il y ait que 20 ou 30% de chance que ça passe, par exemple. Et que c'est vrai que la majorité du temps, ça va pas passer. Mais pourquoi tu donnes pas tout et tu vas pas à fond pour te dire, voilà, il y a, comme dans le stoïcisme, on en avait parlé un petit peu plus tôt, il y a ce qu'il y a entre tes mains et ce qui n'est pas entre tes mains. Et il y a beaucoup de gens qui ne se focalisent pas sur ce qu'il y a entre leurs mains et qui pourraient foncer là-dessus et qui se focalisent sur des facteurs extérieurs qui, au final, sur lesquels ils n'ont pas de prise et donnent beaucoup trop d'importance pour leur bonheur en général. Alors je dis, focalise-toi sur ce qui est entre tes mains, fonce. Et même si on te dit que c'est pas possible, continue et lâche pas. Lâche pas jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Et éventuellement, ça va marcher. Parfois, il y a un facteur chance, mais au moins, tu auras tout fait. Voilà. Troisième et dernière question pour conclure cet épisode. Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Ouais, pardon, je rigole. Justement, j'en ai un là tout de suite. Il y en a un au boulot Ouais, qui est devenu connu à partir du boulot et puis après chez mes amis, etc. Mais c'est pas du tout un truc connu, c'est juste entre amis. ouais, En fait, mais ils vont rigoler s'ils le voient, donc je le fais pour eux. C'est on dit pas non à John. En ok. gros, ça revient à la deuxième chose d'avant. C'est ça qui me fait rire, c'est que, en fait, à chaque fois, quand il y avait un non, je me battais jusqu'à ce que ça se transforme en oui. Et à chaque fois, je me disais oui, et puis après, il y a ma pote qui s'est dit vraiment jamais non à John. Et au final, ça revenait cette phrase, et ça illustre exactement ce que j'essayais. Donc, faut pas le prendre comme moi, et c'est pas par rapport Ouais, à moi, et c'est pas du tout de l'ego. C'est vraiment juste pour le concept. Je suis très fier que ce soit devenu une expression entre nous pour dire avec des amis, etc., etc., parce que je lâche pas. Et je trouve que c'est une force de se dire, voilà, je suis content qu'on ait fait une petite expression entre nous pour dire ce mec va jamais lâcher, il va hmm, pas prendre un nom. Donc, mais ça, c'est pour ça que je rigolais, mais bon, ça va peut-être pas servir aux gens qui écoutent, donc je vais peut-être en trouver une deuxième. Euh, je réfléchis un petit peu parce que toutes celles qui me viennent en tête, c'est toujours un exemple, celle que j'avais dit en espagnol, ou en anglais, c'est When there is a will, there is a way. mhm, Donc, quand on veut, on peut. Et je suis pas tout à fait d'accord avec le quand on veut, on peut, parce que parfois on veut vraiment et on peut pas. ouais. Mais c'est juste, ça dépend à quel point on veut. Donc voilà, je vais rester sur celui-là en mettant un petit test à risque en disant, voilà, faut quand même peut-être pas le prendre au pied de la lettre, mais c'est quand Ouais, même une très belle. Voilà. que ça marche bien. Pour te suivre, les gens, l'Instagram, c'est MomMindFan. Il y a la chaîne YouTube C'est où les gens ça. peuvent te Pour moi, retrouver. d'ailleurs, je trouve que, Tu préfères c'est envoyer plus les gens sur intéressant. YouTube? En fait, c'est marrant parce que justement, normalement, je devrais dire aux gens, allez voir Mom Fine et Ouais, qu'ils aillent le voir et c'est cool, vous allez voir des choses dont je suis très fier. Mais si vous voulez apprendre des choses et être entendu et d'une manière beaucoup plus large, YouTube vous rendra plus heureux à l'avenir parce que je vais vraiment mettre tous mes efforts dedans. Voilà. ça marche. Donc c'est Jonathan Kuben, c'est K-U-B-E-N parce que bon, je sais pas si ce sera probablement écrit, mais les gens savent pas trop comment l'écrire et si je mettais Quignonnet, c'est encore plus compliqué. Donc, voilà. Ça sera écrit, ça sera aussi comme toujours en lien dans la description de l'épisode, en dessous de là où vous êtes en train de l'écouter pour retrouver le lien direct. Sur ce, merci Jonathan d'être venu partager avec nous, c'était un grand Stan, plaisir. franchement, je le dis, merci pour toi, enfin merci à toi parce que vraiment je te suis depuis longtemps et ça me fait tellement plaisir de pouvoir échanger et
merci pour ton boulot. Je suis trop fier de pouvoir apporter une petite brique à l'édifice de ce que tu construis. Donc, merci pour m'avoir réagi avant. Et voilà. Avec grand plaisir, écoute, avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous êtes intéressé par le concept de la création de contenu, de comment gagner sa vie en créant du contenu, j'ai une formation gratuite sur le sujet qui s'appelle Construire une audience qui achète, qui vous apprend comment partir de zéro à trouver une idée, à commencer à monter votre premier contenu et à développer une audience de 1000 personnes. Parce que je considère que c'est à partir d'une audience de 1000 personnes que vous allez commencer à vendre votre premier produit et gagner vos premiers euros sur Internet. La formation se trouve sur marketingmania.fr/audience. C'est totalement gratuit. Ça dure 7 jours par email. D'ailleurs, je vous propose une de mes formations payantes, mais vous n'êtes absolument pas obligé de la rejoindre et vous tirerez plein de valeur de la formation gratuite. C'est marketingmania.fr/audience pour apprendre comment construire une audience qui achète. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté la fin de mon petit appel à l'action et on se retrouve dans le prochain épisode qui sera je ne sais pas quand, car il n'y a pas d'enregistrement prévu ce trimestre. Ça sera probablement en 2021. Je vous raconterai pourquoi est-ce qu'on a mis ça de côté. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec moi. À la prochaine. Passez une bonne journée.